Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Et celui qui sourit en coin là, à l'autre bout de l'appareil, n'est autre que Stéphane Boulet, alias Plugin Baby, qui rigole parce qu'il est moqueur, il est taquin le Stéphane Boulet. Hello papa, comment ça va? Bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Et je ne pensais pas que ça allait s'entendre à l'autre bout du micro, j'ai été trahi. Oui, mais pourtant le traître, on sait bien que c'est Manuel Valls. Voilà, exactement. On n'a pas reçu de liste d'ailleurs, je crois, de Manuel Valls pour cet épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé les vacances déjà. Ouais. Donc ça c'était cool. On n'a pas été obligé de prendre le maquis chez toi non plus? Non, on n'a pas été obligé complètement de prendre le maquis. D'ailleurs, les élections sont plutôt bien passées. J'étais assez surpris par mes concitoyens, je redoutais un peu, mais non, ils étaient sages. Donc tu vois, comme quoi les préjugés sur les gens des montagnes. Range cette machette. Non, mais bon, écoute, on fait aller. Alors, comme a précisé, un événement important, c'est l'épisode anniversaire, cet épisode 32. C'est à l'heure où vous entendrez cet épisode, eh bien, Super Ciné Battle aura fêté ses 1 an. Voilà, 1 an. Le 15 mai 2016, on a lancé ce podcast, en se disant que vous allez être 3 à nous écouter, puis en fait, vous êtes un tout petit peu plus. Il paraît, ouais, beaucoup plus. Et moi, je suis Daniel Andreev, Camille Robotics sur Twitter, et donc on est l'épisode 32 déjà, quoi. Bah, et ouais, là, 32. on est revenu à la bonne numérotation, ça y est, parce qu'on a été un peu... à cause de Fast and Furious spécial. On sait pas trop quand est-ce qu'on allait le mettre, c'était un peu le bordel, excusez-nous pour ça. Là, c'est l'épisode 32, voilà, c'est sûr. Et pour nous faire parvenir des listes, c'est toujours aussi simple, c'est 3 films par liste, et j'insiste sur 3 films par liste parce qu'il y a des gens qui m'en ont envoyé, genre, il m'a fait une très bonne sélection de films de chiens, et il y avait, genre, parfois il y en avait 4, parfois il y en avait 2, je ne comprenais pas trop l'ordre, donc c'est vraiment 3 films, pas plus. Un titre, si vous voulez vous la péter, parce que c'est pas mal d'avoir une thématique, vous allez le voir. Et ça accroche l'œil aussi, de toute façon. Ça accroche l'œil. Et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. Et ça fait toujours nous la renvoyer, parce que parfois, elle tombe au moment, genre pile, je me dis, tiens, je parlerai bien de ce film Marvel, tu vois, et genre, je fais une recherche et je tombe sur 8 milliards de listes avec les films Marvel. Je dis ça comme un exemple. Non, c'est pas la peine de faire exprès de vous envoyer des films Marvel. Et d'ailleurs, je t'ai dit au début, on va faire des films de super-héros, et finalement, j'ai changé complètement d'avis. Voilà, t'as changé d'avis. C'est ça le truc. On a beaucoup de listes en stock, et donc quand il y a des doublons, on zappe, et on vous rappelle qu'on traite de la période qui va de l'an 2000 à 2009. Et puis, je pense que c'est le bon moment pour faire un rappel de l'épisode précédent. Oui, tout à fait. Celui qui a chamboulé tout. Voilà, l'épisode qui a disrupté le système, j'ai envie de dire. C'est l'épisode, tu l'as pas vu venir. Il y a encore 1 an, on ne savait pas qui c'était. Et paf, il est arrivé, il a raflé la mise. On l'a pas vu venir. Et ce film dont on est très fier qu'il soit numéro 1, c'est Memories of Murder. Memories of Murder. Et d'ailleurs, je me suis aperçu suite aux commentaires de nos auditeurs que en fait le film n'est plus édité en DVD chez nous. Il n'est pas édité en Blu-ray non plus. Et on en parle parce qu'il va ressortir en 4K au cinéma. Voilà, exactement. Et on espère du coup qu'il y aura une édition Blu-ray digne de ce nom derrière. Alors, on peut toujours le louer. Tu sais, les services en VOD, il y a quelques services qui le proposent. Mais et puis si tu veux claquer tes 20 € pour un DVD, il est trouvable sur Amazon, quoi. Oui, il est trouvable en occasion. Par contre, en neuf, il est hors de prix. Donc voilà. Donc patientez un petit peu. A priori, on devrait d'ici peut-être la fin de l'année pouvoir le racheter en vidéo. Moins cher dans vos bacs à DVD, mais deuxième meilleur film des années 2000, c'est History of Violence. David Cronenberg, Le Canada en force. Millennium Actress, troisième. The Host, donc le même réalisateur que Memories of Murder, quand même. Comme on disait, le différentiel va être très très petit sur son cinéma. Il y en a certains qui, quand ils font des trucs, c'est à chaque fois bien, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ouais, c'est le propre de Kurosawa, écoute. Ensuite, on a eu Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ensuite, OSS 117, Le Caire, Nid d'Espion, un bon tir groupé en tête pour le cinéma français quand même. Le retour, Возвращение, le premier film russe de tous nos classements d'ailleurs. Voilà, ouais, exactement. En dessous, il y a Shaun of the Dead.
Voilà. Shaun of the Dead, exactement. Ip Man. Et Un classique. Et Ratatouille, ouais. Et juste derrière, il y a les beaux gosses. Et j'espère que tu vas profiter de tes futures vacances qui arrivent, parce qu'elles vont arriver d'ici une semaine, pour te mater les beaux gosses, s'il te plaît. Bah écoute, figure-toi qu'on m'a envoyé plein de messages sur Twitter, sur Facebook, par mail, à chaque fois, pour me signaler, ouais, il y a les beaux gosses qui passent ce soir à la télé, ouais, j'ai mis le DVD en vente, tu peux le choper, etc. Donc merci. Il est sur ma liste, vous inquiétez pas, je vais le voir dans très peu de temps. Je pense que tu feras une bonne chose. Et maintenant, on va s'y mettre. C'est le début de Super Ciné Battle. C'est parti. Épisode 22. Et la première liste qu'on va avoir s'appelle l'ouverture d'esprit française. Et elle nous est envoyée par Rémi. Bon, merci Rémi pour ta liste. Et juste un petit explicatif. Dans les 319 films qui ont passé le million d'entrées sur ces 10 ans en France, seulement 6 ne sont pas des films français ou anglo-saxons. Ah oui. D'accord. Donc ça va être intéressant. C'est les films qui sont pas français pas anglo-saxons qui ont cartonné, quoi. C'est ça l'idée. Qui ont dépassé le million d'exemplaires. D'accord. Le million d'entrées, pardon. Le million d'entrées, ouais. Des formations de jeux vidéo. Et donc, le premier film de cette liste, donc le film étranger qui a le plus cartonné dans ces 10 dernières années en France, est Volver. Ah bah oui, de Pedro. De Pedro Almodovar, on va dire au top de sa forme. Donc oui, Volver, alors c'est... comment ça s'appelle Penelope Cruz. Voilà, Penelope Cruz, qui fait un retour aux sources dans son village natal pour voir, je sais plus, c'est sa tante, je crois, ou ça... quelque chose comme ça. Et ouais, sa tante, et je crois que il y a un décès dans la famille, et je crois que c'est ça qui l'oblige à rentrer. Il y a un décès dans la famille, et en même temps, il y a un drame qui la touche elle d'une autre façon, à savoir que sa fille est impliquée dans une histoire de criminelle, voilà. Et voilà, du coup, en fait, les deux aspects de sa vie vont se télescoper à cette occasion. Et on peut le dire, c'est un peu un des firmaments de sa carrière, quoi, parce qu'il a la bonne actrice au bon moment. Tout à fait, ouais, tout à fait. Il a vraiment Penelope Cruz au top de sa beauté. D'ailleurs, la caméra lui rend tellement hommage puisqu'elle la survole à ce moment-là, et à ce moment-là, tu peux voir Penelope Cruz dans toute sa, comment dirais-je, toute sa 3D, si je puis m'exprimer ainsi. Toute sa magnificence. Ouais, mais voilà, c'est ça le paradoxe de sa carrière, c'est que c'est un mec qui a vraiment, il a l'amour du cinéma et il a l'amour des actrices vraiment en tant qu'entité, et donc quand il en est vraiment amoureux, ça se voit à l'écran, et je pense que c'est ça qui se voit dans Volver. Il est complètement amoureux de Penelope Cruz, c'est Carmen Maura et Lola Duenas, et il est complètement amoureux de cette famille, et il y a un pic complètement indescriptible dans ce film, c'est quand tout d'un coup Cruz va se mettre à chanter, quoi. Et là, tout d'un coup, ça devient un film magnétique. C'est vraiment un grand film. Oui, puis tu retrouves aussi c'est au-delà de Penelope Cruz, enfin cet amour d'Almodovar pour les femmes sous toutes leurs formes, parce que t'as toute une galerie de personnages féminins de tous âges, de tout horizon, et voilà, t'as cette espèce de passion pour ces femmes. De tous horizons et de toute génération. De toute génération, voilà. C'est ça l'idée. Voilà, et justement, tu retrouves cette passion pour ces femmes qui sont vivantes, en fait, vivantes au sens, voilà, elles ont leur énergie, elles ont leur obsession, et elles sont toutes touchantes à leur façon. Enfin, vraiment, tu retrouves vraiment, ça c'est un truc qui a traversé le cinéma d'Almodovar, et qui là, justement, quand tu le mêles à cette nostalgie du personnage de Penelope Cruz qui revient sur son histoire, voilà, ça donne une dimension à laquelle tu ne peux pas rester insensible, à mon sens. Ouais, c'est un de mes Almodovar tardifs préférés. Si on peut parler d'Almodovar tardif. Oui, d'Almodovar, oui. Enfin, c'est-à-dire que Almodovar à partir des années 2000, en gros, quoi. Mais moi aussi, je crois que ça doit être dans cette période-là, ça doit être un de ceux que je préfère. Alors, où est-ce qu'on va le mettre Vraiment, je ne saurais trop insister pour vous dire, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder le nombre d'entrées. Ouais, c'est un film qui a fait... Ouais, il a fait plus de 2 millions d'entrées en France, quoi. Est-ce qu'il avait reçu une récompense, celui-là, ou pas? Non. Non, c'est pas... D'accord. Et le problème de Almodovar, c'est qu'il a jamais eu la Palme d'Or. Et cette année, donc c'est intéressant qu'on en parle. Bah, il a qu'à produire son film sur Netflix, du coup, comme ça. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, c'est l'inverse. Je te sens mauvaise langue. Oh, pas du tout. Oh, alors là, Daniel, c'est pas du tout mon esprit. Vraiment, tu me connais mal. Et le truc rigolo, c'est que, bah voilà, il est président du jury alors qu'il a jamais eu la palme, alors que c'est quand même un mec qui aurait putain de mérité sa palme à un moment. Ah bah oui, c'est sûr que dans les grands cinéastes qui n'ont pas eu la reconnaissance, en tout cas
on va dire, académique qui méritait. Almodovar, ça se pose un peu là, effectivement, quoi. Après, il y a la liste de ceux qui l'ont pas eu, elle est tout aussi impressionnante, on va dire. C'est ça. Alors, où est-ce qu'on va mettre Volver? Un film que j'adore, vraiment, je trouve tellement beau. Et je trouve que le sens de Volver est assez intéressant, puisqu'en fait, elles se mentent, il y a toujours une histoire de mensonge, mais elles se mentent tous pour protéger une autre. Oui, en fait. C'est assez intéressant. C'est pas de la perfidie, enfin, il y a, comme dit, on est sur des motivations et sur des rapports qui sont vraiment, pour le coup, très humains. Et finalement, enfin, tu as ce côté, on ment par amour ou on protège ceux à quoi on tient. Et c'est là que tu te rends compte, justement, tout ce qui se tisse entre ces personnages, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette relation de finalement ce à quoi on tient, c'est ce qui fait qu'on continue à faire ce qu'on est, quoi. Où l'on le met? Alors, Bolbert, où est-ce qu'on le met? On le met haut pour moi. Vas-y, propose, vas-y, je te laisse et je te dirai si moi ça me va ou si je le mets plus haut, plus bas. Moi, je le vois au-dessus de Shaun of the Dead. Ah. Et c'est pas mon Almodovar préféré, si tu veux utiliser ça comme argument. D'accord, alors du coup, moi je le descendrai en dessous de Shaun of the Dead. Et tu mets où? J'aimerais bien marquer le coup avec Ip Man, tu vois. Mettre juste en dessous d'Ip Man, le mettre top 10. D'accord, ok, c'est bon. Une place pas trop honteuse quand même. Ah non, top 10 des années 2000. Évidemment, il va descendre un petit peu au bout. Bah oui, je pense que voilà, il y a d'autres films qui mais voilà, Volver est 10e meilleur film des années 2000, en sachant qu'il est le 89e film de notre sélection. Eh oui, 89. De votre déjà. sélection, techniquement. Deuxième film qui a fait donc un carton en France, c'est Goodbye Lenin. Ah, donc cette fois-ci du côté de l'Allemagne. Ouais. Goodbye Lenin, donc c'est l'histoire en filigrane, enfin même pas en filigrane, c'est l'histoire de l'Allemagne qui se recompose après la chute du mur de Berlin, qui en fait est vue à travers le prisme d'une famille. En gros, c'est quoi? C'est la mère qui était tombée dans le coma, c'est ça, et qui se réveille. Tombée dans le coma et se réveille, et en fait, elle ne sait pas que le régime est tombé. Voilà, et elle, c'était une fervente communiste. C'est une pure jus, quoi. Une communiste pure jus, voilà, donc ça se passe à Berlin-Est, forcément, parce que sinon, du coup, ça n'a pas énormément de sens. Du coup, voilà, et sa famille, en fait, pour éviter de lui faire un choc trop grand, monte un bobard géant en lui faisant croire que le régime communiste est toujours en place. Voilà, c'est ça le principe du film. Et j'adore le pitch de ce film. Il est surtout pour moi qui vient d'une famille qui a fui justement Oui, tout à fait, bah oui, c'est ce régime. Ça n'a que encore plus de saveur. Et en plus, j'en ai connu. Autant j'ai connu des gens qui fuyaient de ce régime, autant j'ai connu aussi des ardents communistes qui croyaient, jusqu'à leur dernier souffle, ont cru à l'idéal communiste. Oui, qui ont refusé de croire aussi quand le jour où on a commencé à apporter des preuves des goulags, voilà, du régime totalitaire. Enfin, oui, effectivement, de toute façon, tu avais des campagnes de désinformation énormes aussi. Et les désamours qu'il y a pu avoir avec ça, j'en ai eu dans ma famille. Vraiment, j'ai eu des guerres rangées dans ma famille entre les gens qui sont retournés en URSS à l'époque, non pas stalinienne, mais juste après Staline, et qui sont revenus en disant « Oh là là, le mec, c'est pas le moment de revenir !» Il y a un truc de pourri dans le royaume. Et oui, ils ont... genre, mon père a rencontré Solzhenitsyn à ce moment-là. Et bizarrement, il était pas trop chaud, je crois. Hein, bizarrement, il était pas chaud pour faire le retour, comme on dit. Hein. Et donc Goodbye Lenin est une très très bonne comédie, vraiment. Le pitch est génial. Le pitch est génial, et surtout, justement, c'est qu'il traite super bien son sujet, dans le sens où ça traite de la nostalgie finalement, dans ces années-là, les années 2000. Et le truc irrationnel de la nostalgie, c'est pourquoi t'aimes ça, parce que c'est un rapport ça te rapporte à ton enfance, quoi. Voilà, exactement, et ça parle, c'est aussi justement ce qu'il y a de bien, c'est que t'as cette génération, donc la mère qui a connu le régime communiste et qui y croit encore, et t'as la génération des enfants qui, pour eux, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, on va dire, parce qu'ils l'ont connu, mais finalement à une période où ils n'étaient pas forcément capables d'appréhender ce que ça pouvait être ou ce que ça voulait être, enfin voilà. Et du coup, t'as vraiment ce rapport, justement, ok, il y a des gens nostalgiques de l'URSS, t'en trouves encore aujourd'hui, et justement ce film parle de ça, c'est-à-dire que à quoi ça nous confronte vraiment, et il le fait de façon sans drôle et tendre. C'est drôle et tendre, c'est pas pédant, c'est pas un cours magistral déjà. Ça évite le piège du cours magistral, de la leçon de morale.
c'est vraiment, c'est un film qui arrive à rester dans son credo comique parce que la situation est absurde. Enfin, je veux dire, les mecs, à un moment donné, ils font voler une statue de Lénine pour que la mère voit la statue de Lénine par la fenêtre. Enfin voilà, on est dans des trucs complètement absurdes et ils ont conscience de l'absurdité du pitch et donc ils arrivent à rester dans le créneau de la comédie et tout en restant intelligent mais sans jamais y aller avec le gros burin, etc. Enfin, c'est un exercice de style qui est assez saisissant, quoi. J'adore ce film. Et en plus, j'ai envie de dire que ce pitch est quand même fortement inspiré sur le Schtroumpfissime. Non, sur le Cosmo Schtroumpf. Le Cosmo Schtroumpf, oui. Il est inspiré sur le Cosmo Schtroumpf. Vraiment, genre, c'est doux et tendre et c'est débile et j'adore ce film. Ouais, c'est vraiment très très bien. Puis moi, j'aime beaucoup Daniel Brühl. Qui est donc l'acteur principal qu'on reverra après chez Tarantino ou dans Avengers 2 ou dans Avengers 2. Globalement, Daniel Brühl, à chaque fois que tu as besoin d'un allemand, c'est l'allemand de service, quoi. Il jouait dans Rush, je crois qu'il jouait le rôle de Niki Lauda. Oui, il joue Niki Lauda dans Rush et il est très bon. Rush est un très très bon film. C'est peut-être mon Ron Howard préféré. Alors Ron Howard de cette époque-là, je dirais. Oui, parce que Ron Howard, son cinéma, il s'est quand même bien détérioré, mais effectivement, il est très bon en Niki Lauda dans Rush et Rush était vraiment une perle sous-évaluée. Donc voilà, effectivement, de très grand acteur. Je crois que c'est avec ce film-là qu'il a globalement explosé, en tout cas hors de l'Allemagne, quoi, parce que a priori, j'essaie de me rappeler sa filmo avant. Je crois que c'est vraiment Goodbye Lenin qui a fait que les gens ont voulu de lui hors des frontières germaniques. Ouais. Donc on le met où ? Alors, Goodbye Lenin. Moi, le paradoxe, c'est que je le mettrais au-dessus de Munich. Tu peux le mettre au-dessus de Munich. Je peux comprendre. Enfin, voilà, c'est un truc que je peux comprendre, ouais, tout à fait. Ouais. On manque de comédie allemande. Et puis. Il y a fait bonne comédie allemande à l'époque. Gros succès dans ma famille. Goodbye Lenin, je peux t'assurer. Gros succès tout court. Enfin, moi, effectivement, on a beaucoup parlé à l'époque au moment où il était sorti. Et le dernier film de la liste de Rémi est un top shooter. Oh, carrément. Carrément. Alors, moi, j'annonce tout de suite la couleur. Tu balances. J'annonce tout de suite la couleur et je ne veux pas entendre le contraire. On s'est réconcilié la dernière fois là. Le voyage de Chihiro. Donc gros succès en France. Pourquoi est-ce qu'on se réconcilierait pas autour du voyage de Chihiro ? Alors, parce que moi, qu'attends-tu de moi d'adulte ? Tu attends que je dise du mal du voyage de Chihiro ? Non, tu peux pas. Je peux pas dire du mal du voyage de Chihiro. De toute manière, même si tu fais le distinguo dans la carrière de Miyazaki, je pense que c'est le summum du dernier tiers de sa carrière. Mais pour moi, même d'une manière générale, c'est parmi les meilleurs Miyazaki. C'est mon Miyazaki préféré si on enlève Cagliostro. Moi, c'est mon Miyazaki préféré si on enlève Totoro. Ouais, on va pas beaucoup discuter en fait. Du coup. Voilà, c'est ça. Il y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose. Enfin, il y a beaucoup de trucs à dire. Et je pense que à titre personnel, je pense qu'il y a ma scène de Miyazaki je pense qu'il y a ma scène préférée de toute sa cinématographie, qui est la scène du train en fait. Oui, la scène du train sur cette espèce de mer suspendue. C'est une mer suspendue avec un fantôme. Il a complètement. Il capte toute l'angoisse du passage de l'enfance. Ouais, exactement. Oh là là, mais quelle beauté ce film. Une fois de plus, le pitch de départ, en gros, c'est la petite Chihiro qui déménage avec ses parents, c'est ça en fait, hein, vraiment le tout début du pitch. Ouais, il déménage. Il déménage, puis à un moment donné, ils se perdent un peu sur le chemin et ils tombent sur une espèce de banquet qui est donné au milieu de nulle part. Ils traversent un tunnel, puis ils se retrouvent avec un banquet, puis les parents se mettent à bouffer, puis ils se transforment petit à petit en cochon. Forcément, Chihiro, elle est légèrement effrayée. Elle s'enfuit, puis elle trouve refuge dans un espèce d'établissement thermal où il y a toutes sortes de créatures mystérieuses qui viennent, et puis elle va apporter son petit grain de sel dans cette machine bien huilée et aider à résoudre les problèmes. Et effectivement, comme souvent chez Miyazaki, c'est encore l'histoire d'une petite fille. C'est l'histoire d'une petite fille qui passe à l'âge adulte, au sens où elle commence à comprendre en fait le monde des adultes avec ses yeux d'enfant, mais elle commence à comprendre en fait ce que ça peut être de perdre ses parents, parce que finalement c'est le trauma initial, c'est ça. Il est violent, ouais. Le trauma initial. Ses parents sont changés, c'est vraiment un mythe de sont changés au cochon. Ma fille, la première fois qu'elle l'a vu cette scène-là, elle a genre été. Elle a dit mais pourquoi papa il peut pas se transformer du coup. Non, mais elle était un peu choquée, et je pense que c'est vraiment ce côté ce côté, enfin la violence de se rendre compte que ses parents sont mortels,
et que du coup ça t'oblige à grandir psychologiquement. Voilà, c'est typiquement ça. Et au-delà de ça, c'est un bestiaire complètement maboule une fois de plus, avec des idées aussi bien visuelles que thématiques qui s'enchaînent. Ce type est complètement fou, Miyazaki. Quand tu regardes la structure du film, les choses qui sont empilées, la façon dont c'est monté. J'ai sur mon étagère là, j'ai le storyboard complet du film et je me le regarde périodiquement. Et je trouve que c'est... Et parce qu'en plus il fait le storyboard en entier, quoi, Miyazaki. Même aujourd'hui sur son prochain film. Même aujourd'hui, le mec, pas à pas, il prend son script et il pense toutes les scènes, il les a dans la tête et il les retranscrit en storyboard. C'est foisonnant, on peut dire ce qu'on veut, mais putain, c'est un putain de génie, quoi. Oui, Miyazaki, de toute façon, il a plus rien à prouver. Enfin, je veux dire, et on a déjà dit plus grand bien de nombreuses fois, je crois, derrière ce micro. Et ouais, et Chihiro, enfin, c'est en plus ce qui est génial en tant que spectateur. Même si tu connais, enfin, c'est un film qui est jamais là où tu l'attends, quoi, en fait. Oui, parce que les personnages que tu as l'impression qu'ils vont être des mauvais, en fait, sont pas du tout mauvais. Les bons, t'as parfois des trucs un peu bizarres. Les situations qui paraissent simples et anodines, finalement, elles prennent des tournures complètement ahurissantes. Voilà, enfin, on pense notamment le moment où elle soigne comment s'appelle le fleuve. Ouais. Voilà, enfin, et en fait c'est pas complètement gratuit parce que finalement c'est une implication dans le reste du récit. Enfin, tout est imbriqué. Enfin, il y a un côté, voilà, le film arrive à jamais être là où tu le sens et en même temps rester toujours cohérent. Enfin, vraiment, c'est une très très belle maîtrise du récit, de tout. Et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est que là il a déjà 60 ans, je pense, parce que il sort de Mononoke Hime, qui est quand même un succès extraordinaire. Oui, puis Mononoke Hime, il a mis toute son énergie dedans. Et c'est le film qui a fait sortir l'animation japonaise aux yeux, en tout cas, d'une certaine élite, sortir l'animation japonaise vers le grand cinéma. Enfin, c'est à partir de Mononoke Hime que tu as commencé à trouver des articles, des reprises sérieuses sur l'animation. Enfin, voilà, c'est... Oui, parce que le mec, il s'était fait un nom, quoi. C'est que les sorties ciné de Totoro et tout ça, elles ont été très tardives. Oui, et beaucoup. Puis surtout, elles étaient regardées avec dédain. Exactement, c'est ça. Et donc, c'est le mec qui... Enfin, on avait parlé de l'étape Akira à l'époque, mais Akira, t'avais ce côté manga, donc du coup, t'avais toujours le regard... Attends, tu sais, je l'ai pas dit à l'époque, mais parce qu'on a parlé d'Akira déjà quand on a fait les années 80, mais je me souviens de la critique de Télépoche d'Akira qui lui mettait 1 étoile, et j'étais scandalisé, tu vois, j'ai 12 Bah oui, bien sûr, et j'étais scandalisé, et il y avait la vignette qui disait Kameda avec un M, Kameda est en désaccord et veut se battre avec son mari Tetsuo. Et là, j'étais horrifié par la comment tu peux, à ce point, ne pas comprendre un film? Comment tu peux donner une note à quelque chose, à ça, quoi? Et comment tu peux donner ça? Oh là là. Donc il y avait eu 2 étapes. Il y avait eu Akira, mais t'avais effectivement ce côté manga complètement excessif qui faisait qu'on continuait de regarder Puis il y a le Club Dorothée qui a pas aidé vraiment. Voilà, le Club Dorothée. Enfin, c'est pareil. Le nombre de gens qui ont attendu que Paul Verhoeven fasse des films moins violents graphiquement pour finalement s'intéresser à son cinéma et dire en fait ce type il est intelligent. Enfin, c'est le même genre de processus. Ouais, et là, on a vu tu as raison, hein, pour McTiernan aussi. Voilà, c'est à chaque fois la même histoire. Et là, du coup, Miyazaki avec Mononoke Hime, c'était le type qui avait donné, c'était l'auteur, voilà, l'auteur de films d'animation japonaise, même je pense qu'on disait l'auteur de manga, je pense à l'époque, hein. C'était Miyazaki, et du coup Chihiro il débarque au moment où il a le pic d'attention maximum et du public et de la critique et des instances. Enfin voilà, c'était et en plus le film est fabuleux, enfin genre c'était le film qui parfait à l'instant parfait, quoi. Ouais, je trouve encore, voilà, c'est mon Miyazaki, c'est presque mon Miyazaki préféré. Je pense, et ouais, c'est son chef-d'œuvre, quoi, vraiment. Ah bah si tu devais, même si je préfère Totoro, effectivement celui qui résume le mieux tout ce qu'est le cinéma de Miyazaki, effectivement, il faut voir Chihiro. Je le mets. Où est-ce que tu le mets? Vas-y, lance-toi. Moi, je le mettrais au-dessus. Moi, je le mettrais même. Personnellement, je le mettrais au-dessus de The Host. Je le mets au-dessus de The Host aussi, ouais. Bah voilà. Et c'est dire le bien qu'on pense de ce film, parce que putain, The Host, c'est donc Le Voyage de Chihiro, et désormais le 4e meilleur film des années 2000.
Ce qui est vraiment une bonne place. Je pense ouais. qu'il ne bougera pas beaucoup, là, visiblement. C'est une place très méritée. On remercie Rémi pour sa liste. Et alors, je tenais à dire quelque chose. On critique beaucoup nos concitoyens français avec leur cinéma français, etc. Mais en tout cas, quand ils vont voir des films autre chose qu'américains et français, finalement, ils ont plutôt bon goût. Tu vois ? Ouais, bien sûr. Après, il y a encore plein d'autres films. Oui, il y a encore plein, mais en tout cas, avec cette liste, voilà, on se dit que finalement, quand ils vont voir des films qui sont un peu différents de ce qu'ils vont voir d'habitude, ça vaut quand même le coup. Ah tiens, et il m'a donné justement la liste des 3 autres. Mais alors, m'envoyez pas la liste des 3 autres, s'il vous plaît. Le 4e est un autre Almodovar, c'est Parle avec elle. Ouais, Parle avec. Ah oui. Le 5e, c'est Das Leben der Anderen, qui veut dire la vie des autres. La vie des autres. Ah oui. Et 6e, c'est Dancer in the Dark. Donc voilà, il voit quand même pas trop de la merde, ça va les Français. Ouais, voilà, mine de rien. Pas, ouais. On parle beaucoup des comédies françaises, les tuches qui font des cartons au box-office, mais c'est important de rappeler qu'ils voient quand même ces films-là aussi en masse. Voilà. Ouais, attends, on va y arriver. Oh putain, on remercie tu me fais peur. On remercie Rémi pour sa liste. Merci, très bonne liste, très bonne liste, très bon film. Et on va prendre une liste qui nous est envoyée par De Rulio. Merci De Rulio. Et c'est une liste qui illustre un peu beaucoup de listes qu'on a eues, c'est-à-dire les suites qu'on n'aurait pas dû faire. Ah putain. Et le truc, c'est que, évidemment, je vois très bien où vous voulez en venir. Où vous voulez en venir, et on en a eu beaucoup. Et je me suis dit, on va prendre celle-là. C'est une liste qui s'intitule « On les veut et on regrette de les avoir ». Oui, bah, quelque part, c'est ça. Hein. C'était la désillusion. Hein. Nous, enfants des années 80 et 90... Et alors, tu vois, le niveau du podcast va changer, parce qu'on passe de Volver, Goodbye Lenin et Chi-Ho. On va parler de Les Bronzés 3, Amis pour la vie. Oh putain de merde. Ah la vache. Ah ouais, ça tape fort. Et c'est pas la pire des pires listes. Hein. Oh putain. Voilà. Donc voilà, sois heureux. Les Bronzés 3, donc c'est la suite que tout le monde voulait, et quand ils l'ont eu, ils ont fait ah putain de merde. Ouais, c'est Patrice Lecomte encore avec la bande du Splendide toujours. Qui se retrouve, je sais plus, sur une île, un truc de vacances, ouais, sur Côte d'Ivoire. Non, attends, parce que le premier c'était en Côte d'Ivoire ou quelque chose comme ça. Là, je sais plus si c'est les Bahamas, je sais même plus ce que c'est. Non, mais c'est un resort de luxe en fait. C'est un resort de luxe à la con. Ouais. Alors, voilà, excusez-nous, les détails nous échappent quelque peu. Ah oui, alors le scénario. Le lore de Bronzé 3, mais un peu étranger en fait. C'est un peu le Dark Souls de la comédie française. Oui, alors tu crois pas si bien dire. Hein. Et pourtant, ça a quand même cartonné. Ah, mais c'est un carton monumental. Je sais plus combien 10 c'était. 10 millions. C'est ça, je vais dire c'était 8 ou 9, mais c'est carrément 10 millions. Ouais, mais ramené au budget, c'est pas énorme. Mais en plus, c'était genre le film, tu pouvais littéralement pas y échapper. T'avais des affiches partout, t'avais les mecs du Splendide faisaient des tours de toutes les émissions en instantané. Enfin, on aurait dit Florent Philippot pour le cinéma, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Putain, je peux pas le mettre en titre d'épisode, mais c'est super. Voilà, ils étaient partout en même temps. Tu pouvais pas y échapper, t'étais obligé d'avoir entendu parler de ce film. Parce qu'avec tous les acteurs, ils se sont démultipliés. Et oui, ils se sont démultipliés. Ils ont dû faire le tour de toutes les Fnac et tous les Auchan de France. Enfin, voilà, non, mais attends, quand ils étaient pas sur Arthur, ils étaient sur la 2 en même temps. Ouais, et puisqu'il y avait Michel Blanc, et ils sont presque tous dedans. Michel Blanc, Chazelle, Clavier, L'Ermite, Balasco. Junio qui a ramené son fils parce qu'il s'est dit mon fils, et je suis pas obligé d'être le seul. Et le problème... C'est un peu le Fast and Furious qu'on mérite, hein, j'ai envie de dire quelque part. Putain, très bien. Alors, c'est un film, j'ai regardé, qui a budget 35 millions. Oh putain. 35 millions. Alors ça, on peut quand même le reconnaître, c'est que ça a coûté 35 millions d'euros, et honnêtement, à l'écran, tu le vois pas. Ah oui, alors ça c'est sûr qu'il a arnaqué tout le monde. Hein. C'est très humble, on va dire. Point de vue production design, c'est vraiment... tu vois pas où sont passés 35 millions, tu vois, ça n'a pas le côté clinquant. Et le truc assez rigolo, j'ai envie de dire rigolo, c'est qu'en fait c'est l'équipe qui aurait dû faire Astérix 3, et on leur a interdit de faire Astérix 3 puisque Uderzo a dit non, après le 2 c'est pas de mon type d'humour, donc le 3, le Splendide, vous allez vous faire voir ailleurs. Donc du coup bah, ils ont fait leur propre réunion du Splendide, et ça se voit qu'ils cachetonnent, quoi. Ah ouais, c'est honteux, il y a pas une blague, c'est pas écrit, c'est pas joué, c'est pas réalisé parce que Patrice Lecomte ça a jamais été John McTiernan, hein, il a quand même des ambitions de réalisateur. Après mais là
Là, il est en pilote automatique, il n'en a rien à battre. Enfin, en plus, ça fait partie de ces films, ces comédies françaises, j'ai jamais trop compris. C'est que je pense que les monteurs, quand ils reçoivent le film, ils doivent voir que c'est pas drôle, c'est-à-dire qu'ils écoutent les blagues, ils voient que ça marche pas, et du coup, le film est à un rythme vachement haché, je trouve. Tu sais, t'as un côté très agressif, quoi. Je pense que les monteurs, ils ont essayé de faire leur possible. Voilà, exactement. Et tu sens que le monteur, il a sué sang et eau pour essayer de donner du rythme à ce Jean-Marie Poiret, quoi. Et c'est une catastrophe. Enfin, vraiment, c'est le seul truc dont je me rappelle, c'est la première fois que tu vois Michel Blanc avec son corps bodybuildé, parce que voilà, c'est la blague par rapport au premier bronzé où c'était le gringalet et tout. C'est tout. Enfin, je n'ai aucun souvenir d'aucune blague. Alors moi je peux te dire des souvenirs. Souviens-toi, il y a une histoire de griffe. Putain, une histoire de... tu sais, en fait, il y a une espèce de griffe et ils se font tous griffer pendant la nuit. Il y a tout un truc, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un animal sauvage. Oui. En fait, c'est juste quelqu'un qui porte un gant griffe et qui griffe les gens. Oui. C'est inintéressant. Il y a un plot qui implique le fait que le fils de Gérard Jugnot, il fait son coming out et lui il fait et il est pris de spasme et genre il s'étouffe. Voilà. Voilà. Et le pire, c'est qu'en ayant dit ça, honnêtement, je pense que c'est pas la pire comédie des années 2000. Hein. Non, alors ça dépend parce que nous on est allé le voir en plus entre potes, tu vois, on s'est dit ah là là on va bien se marrer. Non, on s'est pas dit ça, mais on dit moi non, parce que j'ai pas de potes. Donc on va dire entre potes et je peux dire il y avait Pouillot et on se regardait mais le vide dans nos yeux. C'est le regard qui lance au secours. Et on l'a eu quelques fois dans nos vies, le vide. Le regard qui dit dis-moi que t'es en train de voir la même chose que moi. Et là on était en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'était nul à Yash. Je te propose de pas s'éterniser trop là-dessus. Non, ouais. Le problème de ce film, c'est qu'il est nul à chier, mais en plus, il y a ce côté cachetonnage, quoi. Ah oui, non, mais ça a coûté une blinde, les mecs, ils sont là pour toucher leur gros chèque, c'est là pour faire de l'argent. Enfin, ils ont embarqué Ornella Muti là-dedans. Ils ont embarqué Caterina Morino là-dedans, toutes ces belles actrices qui... voilà. Oh là là, c'est qui, pas pour possible. beaucoup de Français, n'auront fait que ce rôle. Rends-toi compte de ça. Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoute, où est-ce qu'on va le mettre? Alors, à mon avis, on va le mettre sous Memories of Murder, déjà. On va commencer par là. Hein, tu vois, moi, dès que je pose mon regard vers le bas, en général, c'est In the Air, Hancock, tu vois. Déjà. Bah écoute, moi, je préfère voir Daredevil, déjà. Pour moi, c'est sûr et certain. Je préfère voir Daredevil. Je préfère voir Samouraï. Écoute... Je vais pas me battre, je m'en fous. Je pense que l'acting de Roth est plus intéressant, de Tim Roth est plus intéressant dans Planète des Singes. La Planète des Singes est plus drôle que Les Bronzés 3. Hein. Alors... Vraiment. Ouais, j'insiste là-dessus. Je pense aussi. Maintenant, le truc, et je pense que j'y prendrais plus de plaisir de regarder La Planète des Singes de Tim Burton. Je pense aussi, ouais. La question est-ce que Agathe Cleary, avec son espèce de racisme sous-jacent, est plus mauvais que... Alors, je pense que d'un point de vue purement cinématographique, Agathe Cleary est moins une catastrophe. Le problème, c'est que, comme tu as dit, le Agathe Cleary est un film qui ignore sa propre puanteur, et ça en fait un film qui, à mon sens, est plus détestable que Les Bronzés 3. D'accord. Bon, alors, mettons qu'il est plus détestable. Ça veut dire que tu mets Les Bronzés 3 au-dessus d'Agathe Cleary. Ouais, voilà. Mais sous La Planète des Singes. Ça veut dire que Cinéman et Astérix aux Jeux Olympiques restent au-dessous. Eh, putain, ce peloton de queue là, c'est... Oh putain, ça fait mal pour le cinéma français, la vache. Ah ouais, en plus, c'est que du cinéma français, quoi. Putain, c'est dur après de dire que le cinéma français, il y a des bons trucs, hein. C'est vraiment dur après. Ah bah alors, c'est pas dans cette liste. Deuxième film de la liste de Derulio est Battle Royale 2, Requiem. Oh putain, Battle Royale 2, donc alors... le dernier film entre guillemets de Kinji Fukasaku. Ouais, il l'a fini? Non, il a pas fini. En fait, ça se voit d'ailleurs. Enfin, il a commencé le tournage. Par contre, ça, les images de, parce que moi je me suis tapé le making of, je me suis tapé tous les trucs à l'époque. Ouais. Il a commencé le tournage. C'est son fils qui l'a fini. Oui, voilà, c'est son fils. Goro, non pas Goro, non c'est Kenta. Voilà. Kata. Kenta. Kenta, oui. Et donc, il a commencé, il a dû faire peut-être la première semaine ou les 10 premiers jours de tournage, et puis après, il était trop malade, il a laissé tomber, et son fils a terminé le film, puis après, entre-temps, Fukasaku est mort. Voilà. Donc, le pitch,
Le pitch, donc pour ceux qui connaissent pas Battle Royale, le pitch est un peu différent, c'est-à-dire que cette fois-ci, les héros du premier Battle Royale sont devenus des terroristes. Hein, c'est un film, je vais le redire souvent, mais c'est un film qui est sorti après le 11 septembre 2001 et ça se voit, c'est-à-dire que la première image du film, c'est un centre-ville de grande mégalopole occidentale ou occidentale ou japonaise, je sais plus exactement, mais un centre-ville, voilà, avec les grandes tours, la banlieue, enfin voilà, le setup classique qui explose et des tours qui s'écroulent. Et donc on apprend que les terroristes derrière cette attaque sont les héros du premier Battle Royale qui vivent reclus parce que voilà, ils ont été chassés par les autorités japonaises. Et on envoie cette fois-ci une classe. Et le deal cette fois-ci, c'est soit vous mourrez, soit vous exterminez les terroristes pour nous. Voilà. Donc c'est des élèves de, je sais plus, ils sont en première, seconde, terminale, je sais plus exactement, mais elles voilà. sont kawaii et ils sont beaux gosses. Voilà, elles sont kawaii, ils sont beaux gosses. Et dedans il y a la fille du personnage de Kitano qui s'est inscrite volontairement au Battle Royale parce qu'elle voulait comprendre son père, ce qui lui était arrivé, tout ça. Enfin bref. Et donc je l'ai dit, c'est un film post 11 septembre 2001 et c'est le problème, c'est-à-dire que d'un point de vue historique, les Japonais ont vous vous en doutez, une relation très complexe aux États-Unis. Ils leur ont quand même envoyé 2 bombes nucléaires sur la gueule. Ils ont été occupés. Ils sont dépendants d'un point de vue militaire des États-Unis, puisque l'organisation de l'armée japonaise est assez particulière, puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir une armée proprement dite. Ils ont une armée d'autodéfense. Ils ont une armée d'autodéfense. Voilà, Shin Godzilla, si tu nous regardes. Ils n'ont pas véritablement d'armée à cause justement de ce qui s'est passé. Enfin voilà. Donc du coup, ils vivent depuis un certain temps ils doivent faire avec l'impérialisme américain à leur façon et dans l'absolu, on peut critiquer l'impérialisme américain parce qu'effectivement on peut se poser certaines questions légitimes du rapport aux pays colonisés, etc. Là, le problème, c'est que en gros le problème c'est que dans ce film-là, globalement, les terroristes sont vraiment les gentils au sens premier, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de recul. C'est que, si tu veux, la fin du film, ils sont tous kawaii, super contents, en Afghanistan, en habit de Moudjahidine, et ils font la fête parce qu'ils ont survécu. Et t'as ce côté, justement, proximité avec Ben Laden, etc. Enfin, ils mélangent vraiment tout, c'est-à-dire que... Et tu sais que ça va être tout un paradoxe, puisque... il y a des Japonais qui vont se faire abattre par donc Al-Qaïda et... Oui, voilà, par ISIS. Ils ont vraiment tout mélangé, c'est-à-dire qu'effectivement ils sont en position de pouvoir critiquer l'impérialisme américain parce qu'ils le vivent vraiment d'une façon qui est complètement différente et qui effectivement est sujet à caution. Le problème, c'est qu'ils mélangent un terrorisme pour le coup de Ben Laden qui avait rien à voir avec ce que eux ils ont vécu et qui se base surtout sur une idéologie qui est répugnante. Enfin voilà, t'as un truc, ils ont tout mélangé et à la fin la morale de l'histoire, c'est que Ben Laden c'est un chic type. Et vraiment, c'est ce que tu comprends de ce film là et tu fais what the fuck, les gars. Ouais, c'est un film qui, tu sais ce que ça me rappelle ces mecs qui font des trucs de jeux de rôle grandeur nature, mais oui, c'est ça. Jeux de rôle grandeur nature, mais militaire, et en mettant des croix gammées en disant bah c'est juste un symbole, tu vois. Oui, c'est ça, c'est juste un décor. Voilà. Alors je veux dire, tu peux penser ce que tu veux des symboles, mais si tu ne comprends pas le symbole, que tu ne connais pas son histoire, c'est le problème, c'est que c'est un film d'un culte en fait. Ouais, c'est un film d'un culte, et en plus, il y a qu'une seule scène que je sauverais, c'est la scène du débarquement sur l'île. Que je trouve vraiment efficace parce qu'en plus il y a un truc, il y a une idée qui est super chouette, c'est qu'en fait ils sont par couple, donc en fait quand t'en as un qui meurt, l'autre qui est au couple meurt aussitôt, donc t'as vraiment toute cette logique que t'es obligé de faire attention à ton binôme machin, et dans la scène du débarquement c'est une véritable boucherie, la scène est vraiment super bien, puis après le film déjà tu sens le passage au niveau de la mise en scène, etc. Enfin c'est vraiment filmé comme un soap bas de gamme. Enfin, il y a des plans qui veulent rien dire. Puis t'as des rebondissements. Enfin, le prof, on passe de Kitano à je sais plus comment il s'appelle l'acteur qui joue le prof, mais c'est un acteur qui est habitué au nanar japonais, et le mec il en fait des tonnes. Alors, des tonnes. Ouais, ça c'est le problème, c'est l'acting japonais quand c'est pas maîtrisé. Mais là et là en l'occurrence c'est pas maîtrisé. C'est pas maîtrisé. Puis tout le début du film, c'est la repompe de la présentation du premier qui était une scène géniale. Là, ils refont la même, vraiment plan pour plan, sauf avec ce type qui joue. Mais je crois vraiment Fukasaku, il avait pas eu le temps il a rien tourné. Hein, non, je crois. A priori, il était là sur la première semaine ou les 10 premiers jours de tournage. Ouais. Après, on n'a jamais vraiment su s'il avait eu le temps de tourner ou même dans quelle mesure en fait sa vision avait été. Il paraît que vraiment c'était foudroyant.
dans quelle mesure sa vision finalement a été respectée ou pas. Enfin voilà, c'est. Où est-ce qu'on met ce pauvre film ? Ouais, mais quelle fin de. Voilà, c'est dommage que ce soit le dernier film de Fukasaku revendiqué en tant que tel, même si finalement il n'a pas fait grand chose. C'est une catastrophe quoi. Où est-ce qu'on le met ? Je préfère Garden State. Non, je préfère. Je vois plus Garden State, il est où ? Il est en dessous de The Wicker Man. Putain, c'est bien fait tacler lui aussi, j'ai pas fait gaffe. Tu préfères Garden State ? Ah, tu veux vraiment le mettre vraiment bas ? Ah, toi tu le mettrais où ? Tu vois, dans le genre nanar, machin, je trouve Doomsday plus fun que Battle Royale 2. Le problème, c'est le message que ça véhicule. Oui, c'est ça. C'est le message vraiment en plus super niais, super premier degré. Si on parle de message, je le mets au-dessous des bons étroits. Oui, je peux comprendre quoi. Mais il y a plus de moments satisfaisants aussi. Non. Alors, où est-ce que tu veux le mettre ? Est-ce qu'on parle cinématographie ? Est-ce qu'on parle cinéma ou est-ce qu'on parle message et cinéma ? Le problème, c'est que, comme dit, pour moi, c'est vraiment un film d'inculte, un film con qui mélange plein de trucs qui devrait pas l'être. C'est pas un film de propagande pro-islamiste à mon sens. C'est un film de crétin, quoi. C'est un film de crétin plus qu'autre chose. Enfin, t'as pas ce côté. Écoute, voilà, c'est vraiment un film au-dessous de Samouraï. C'est sévère, mais juste. Ouais. Parce que Samouraï, c'est un film de crétin, mais gentil. C'est un film de crétin gentil. Crétin d'eau douce, comme on dit. Voilà, crétin inoffensif. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Voilà, là, c'est vraiment crétin grave, là, quand même. Très mauvaise place au Battle Royale 2. Donc, sans doute le film japonais le moins bien noté chez nous. Ouais, je pense aussi, a priori. Et non, enfin, il y en a plein d'autres pourris. Oui, mais qu'on est susceptible de nous envoyer, je sais pas. Je sais pas, on verra bien. Et en tout cas, il y aura un gros différentiel avec Miyazaki. Oui, c'est sûr, là. Et le dernier film de la liste de Derulio est Carlito's Way, Rise to Power. Oh putain, c'est vrai. C'est vrai. Et tu vois, quand je te disais, ouais, tu vas en chier. Ah ouais, non mais là c'est comment dire. Donc c'est la suite. Est-ce que tu le voulais ? Non, alors déjà je ne le voulais pas. Hein. Ouais. Ça c'est la première chose parce que Carlito's Way c'est vraiment un film qui comment s'appelle qui se tient tout seul quoi. Oui. Qui a même pas d'univers. Enfin, je veux dire, en plus, t'as même pas de. En dehors du fait que t'aimes bien le personnage, t'as pas d'univers potentiellement à étendre ou des choses comme ça. Enfin... Est-ce que je peux juste dire un truc ? C'est que ce film ayant Puff Daddy dedans, j'ai décidé de ne pas le voir et de faire comme s'il n'existait pas. Et voilà, je ne l'ai pas vu. C'est à toi que revient la responsabilité de parler de cette merde. Donc c'est une suite que tu voulais pas. En plus, c'est une suite qui fait un préquel. Donc, ce que je racontais justement à propos de Carlito's Way, si vous revenez à l'épisode où j'en parle, pour moi, c'est mon Brian De Palma préféré. Enfin, je trouve que c'est un film absolument fabuleux. Extraordinaire. Et justement, j'avais parlé du fait que pour moi, Carlito's Way, c'était un film qu'il avait fait en réaction à ce qu'il avait fait sur Scarface, c'est-à-dire que on prend Carlito au moment où il sort de prison et on essaie de le faire devenir un homme bien. Donc en fait finalement ce qui s'est passé avant c'est pas important du moment que tu sais juste que c'était un crime grave et du moment que tu as suivi la carrière de De Palma, finalement tu peux te dire que quelque part la préquelle de Carlito's Way se trouve dans Scarface globalement quoi, en tout cas dans l'esprit. Là les mecs ils décident d'expliquer qui était Carlito avant de venir, donc déjà ils passent complètement à côté pour moi de l'intérêt de ce qu'il faisait un Carlito's Way, si tant est que ça puisse être une franchise, enfin genre c'est complètement absurde. Et donc voilà, et du coup il se vautre dans un film de gangster qu'on a déjà vu 1000 fois, sans intérêt, un film de gangster avec Mario Van Peebles. Enfin voilà, c'est ça, autant dire que ça n'a pas un quart du dixième du millième de la classe de la maestria de Palma. Enfin voilà, c'est vraiment le film qui sert à rien, vraiment qui sert à rien, et puis je crois que d'ailleurs ça a été un direct ou DVD, il me semble, hein, je crois pas qu'il ait eu le droit à sortir au cinéma. Je pense qu'il est sorti au cinéma aux États-Unis. Je sais pas, je suis pas sûr, peut-être. Alors, moi je me souviens pas que ça avait marqué en tout cas le fait qu'il est sorti au cinéma, mais ah non, une sortie limitée, voilà. Oui, c'est ça. Donc enfin voilà, je veux dire l'acteur, je crois que c'est Jay Hernandez, voilà. Jay Hernandez que vous connaissez tous puisque vous avez vu Suicide Squad. Voilà, exactement. Il jouait El Diablo dans Suicide Squad. Jay Hernandez, le mec il est censé faire Al Pacino jeune. Non,
Non, vraiment, là, fallait pas, les gars. Ouais, mais Mario Von Peebles, qui est... Non, mais voilà. Et vraiment, c'est un film qui n'a aucun intérêt. Enfin, c'est même en tant que film de gangster. Enfin, je veux dire. Prometheus, c'est plus intéressant que ça. Ah oui, bien sûr. Ah non, mais en plus, enfin, alors pour le coup, le jour où on parlera un jour de Prometheus, je vais en dire du mal jusqu'à n'en plus finir. Mais évidemment que Prometheus a 10 fois plus d'intérêt que ce truc. Enfin, vraiment là, c'est les films que t'as envie d'attacher avec une brique et de le jeter au fond d'une rivière, quoi. Bon, où est-ce que tu le mets? Vas-y, je sais que ça te fait souffrir. Ah ouais, non mais là. C'est toi qui es maître à bord, là. Moi, je le mettrais. Écoute, en dessous de Samouraï, tout ça, c'est pas des mauvaises places. Au-dessous de Samouraï, je suis en train de réfléchir. Putain, tu l'aimes vraiment pas. Mais je trouve qu'il y a plus de moments de cinéma intéressants dans Battle Royale. Même, je mettrais au-dessus des Bronzés 3. Tu mets au-dessus des Bronzés 3? Ouais, c'est. Alors, c'est peut-être pas aussi. Je pensais qu'on allait avoir du top shooter, là, finalement, on n'a rien au milieu et on a que du bas, là. Dans l'absolu, je pense que d'un point de vue cinématographique, c'est moins nul que les Bronzés 3, mais c'est d'un tel sans intérêt. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, parce qu'il faut voir aussi de l'insulte que ça fait à l'origine. Ah, vraiment, voilà, c'est même pas. Parce qu'il y a eu des préquels qu'on voulait pas et qui finalement sont un peu sans intérêt, mais qui sont pas si mal que ça. Un jour, peut-être qu'on en parlera. Avant qu'on continue, je veux juste dire. On a eu Samouraï, Battle Royale 2, Planète des Singes, Carlitos Way 2, Les Bronzés 3, et ensuite Agathe Léry, Cinéman, Astérix. Voilà, c'est notre bottom tier, quoi. Alors, est-ce que je t'assomme encore avec un truc un peu pourri ou... Oh bah, écoute, j'ai envie de dire, c'est toi qui as les clés de la maison. Hein, je veux dire, tu fais ce que tu veux. Voilà, moi je subis. On remercie d'abord Derulio pour sa liste. Oui, merci pour ta liste, elle se fait beaucoup de bien. Et on va passer à une liste qui nous est envoyée par Corentin Lebras. Merci Corentin. Et c'est une liste qui s'appelle Desprix. Desprix, alors en 2 mots? Alors il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des listes thématiques sur Johnny Depp. D'accord. Et voilà. Et donc c'est des listes avec des films de Johnny Depp. Je m'excuse d'avance pour tous ceux qui nous ont envoyé du Johnny Depp. Je pense qu'il doit avoir des listes un peu similaires si je regarde. On commence par Sweeney Todd. Ah putain, sérieux quoi. Oh là là. Ah, c'est pas possible quoi. Sweeney Todd, donc le barbier de. C'est quoi, c'est Flynn Street, c'est ça? Ouais. Donc adaptation en comédie musicale par Tim Burton. Tim Burton qui fait de la parodie de Tim Burton. Enfin, vraiment dans tout ce qu'elle a de plus. Tout ce qu'on pouvait imaginer de plus outrancier, ça ressemble à une fanfic de Tim Burton avec Johnny Depp. Enfin, je sais même pas par où commencer. Alors, moi je vais te dire, moi je sais par où commencer. À un moment, Tim Burton, il était dans une interview. Alors, ça m'ennuie de. J'aime pas dire du mal d'autres journalistes, de confrères, mais il était sur Canal+, et les interviews de Canal+ sur cinéma, elles sont menées par une nana qui est, ma foi, absolument charmante, mais je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Tu sais, ils ont une émission de cinéma. Oui. Elle est absolument charmante, mais alors les interviews, elle sait pas faire. Oui, et que ça soit en français ou en anglais, elle est vraiment nulle. Elle est vraiment pas. Genre, faut pas faire d'interview, faut juste faire de la présentation. Et donc, elle lui fait une interview où elle lui montre des cartes à jouer, où Tim Burton il prend les cartes à jouer, il voit un film et il dit ce qu'il a dans la tête. Ouais. Même ça, elle arrive à le foirer, quoi. et là, il prend la carte de Sweeney Todd, et là, il monte la carte et il fait: ah, Sweeney Todd, il dit, si vous voulez me comprendre, si vous voulez être dans ma psyché, eh ben, c'est ce film qui est le plus proche, c'est ce film qui me ressemble le plus. Eh ben, il est bien niqué de la tête. Si vous voulez me comprendre, eh ben, regardez Sweeney Todd. Et à ce moment-là, j'ai fait... Parce que Sweeney Todd, le problème de Tim Burton, et on l'a dit déjà au moment de la Planète des Singes, c'est qu'à un moment, il s'est dit qu'il allait faire des films pour ses enfants, quoi. Et ça y ressemble, quoi. Alors, Sweeney Todd, c'est plus trop un film pour enfants, parce que justement... Ouais, mais c'est de la chanson et tout ça. Oui, c'est ça. T'as un côté glauque, parce que l'idée, c'est que c'est un barbier qui revient pour se venger, parce qu'on lui a piqué... En gros, on a failli le tuer, on a volé sa vie
de la part d'un notable et il revient pour se Ouais, venger. mais c'est glauque façon que j'appelle première année d'école d'art de, voilà, exactement. de Tim Burton, quoi. Et voilà, et l'idée c'est que il est en partenariat avec Helena Bonham Carter qui sert en fait des tourtes avec la chair de ses victimes. Et puis c'est l'adaptation d'une comédie musicale qui existe déjà, quoi. Oui, c'est ça. Donc, mais effectivement, c'est que c'est un film qui n'arrive jamais. Enfin, justement, on parle de l'ambiance glauque, du ton. Enfin, voilà, ils n'arrivent jamais à savoir ce qu'ils veulent raconter parce que les scènes sont vraiment. Enfin, je veux dire, les scènes de chant sont amenées de façon complètement absurde et fonctionnent pas du tout. Johnny Depp, il commence à rentrer dans qui chante vraiment, mais il commence à rentrer dans son mode automatique qui fait que ça fait maintenant 15 ans qu'il est coincé chez Disney à faire tout le temps le putain de même rôle avec du maquillage et ses gimmicks. Il est insupportable. Il y a quelques idées. Helena Bonham Carter, elle est pas vraiment à son non, elle est transparente. Il y a Alan Rickman dedans. Voilà, il y a Alan Rickman, tout à fait, exactement. Mais ça sauve pas le film. Puis, t'as quelques idées visuelles malgré tout quand même. Dedans, il a pas complètement. Enfin, voilà, il y a quelques plans qui sont intéressants, mais globalement, ça fait une espèce de bouillie. Enfin, enfin, comme j'ai dit, ça fait vraiment caricature parce que le film sait pas où est-ce qu'il veut aller, il sait pas comment avancer, et il est pénible. C'est un peu la caricature de son propre style, et c'est sur... vraiment le film somme où voilà. C'est ça, et surtout qu'en plus, c'est le film qu'il a fait après La Planète des Singes, c'était le film qui devait lui permettre de revenir à son ancien style, tu vois, qu'il avait fait après Big Fish. Voilà, enfin tu vois, mais d'ailleurs à tous les films à ce moment-là, il disait le retour de Tim Burton. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est que on voyait qu'il s'était littéralement corrompu avec La Planète des Singes. Hein. Mais entre-temps, il a fait Big Fish, il a fait Charlie à la chocolaterie, mais qui était toujours un peu qui était toujours un peu en marge entre guillemets du style Burton, voilà, de Édouard aux mains d'argent, de ce qui avait fait sa renommée. Là, c'était le retour aux sources, un Burton tragique, un Burton mélancolique, un Burton gothique, voilà. Sauf que c'est la caricature du gothique. Tu sais, c'est le gothique en soirée quand t'as 14 ans et que je vais être tout seul dans mon coin. Voilà, c'est vraiment un peu caricatural. C'est vraiment ce niveau de réflexion. Et en même temps, du coup, tu veux que je te dise, le seul truc qui pour moi, enfin, à part Alan Rickman qui sauve un peu ce film, c'est que il va faire Alice au Pays des Merveilles après, qui est pire encore. Alice au Pays des Merveilles, mais en plus, Alice au Pays des Merveilles, je sais plus, je crois qu'il a gagné l'Oscar genre pour la meilleure direction artistique ou le meilleur, genre un truc pour un truc visuel, quoi. Comment tu donnes un prix à Alice au Pays des Merveilles pour un truc visuel? Tu sais, n'oublie pas que Suicide Squad a plus d'Oscars que tous les films Marvel réunis. Ouais, c'est vrai. Et putain, donc voilà. Donc ouais, c'est vraiment. C'est pas son pire film, hein, vraiment, c'est pas son pire film. Non, bien sûr que non. Mais au secours, quoi. Enfin, vraiment, c'est poussif, ça n'a aucun intérêt. C'est un film OZEF, et tu vois, là, je regarde la liste, et je te dis un truc, je te dis au hasard, les choristes. Ouais, je préfère les choristes, personnellement. Donc, est-ce que tu le mets... Donc, alors, où est-ce que tu le mets, alors? Moi, je le mets en dessous des choristes, c'est bien. C'est une bonne place. Au-dessus d'Invière. Oui, Invière, on le déteste. Vraiment. Oui, Invière, on déteste le personnage principal, en plus. C'est ça, le truc. Donc, Sweeney Todd... Donc, assez bas classé, quand même. Ouais, pas très très bien classé. Hein. C'est pas très en forme, le père Tim. Non. Et ensuite, un autre film avec Johnny Depp, c'est From Hell. Ah oui, l'adaptation de la BD d'Alan Moore, oui, tout à fait. C'est qui a fait ce truc, d'ailleurs? Je me rappelle même plus. C'était un peu anecdotique, je crois. C'était... Ah oui, c'était les frères Hughes. Mais ouais. Oui. Ah, c'est pareil. Les frères Hughes qui ont commencé à être rattrapés par le système. Alors, je crois pas que ça date de celui-là. C'est ceux qui ont fait le Book of Eli. C'est ceux qui ont fait Book of Eli, mais c'était surtout quand même ceux qui avaient fait avant Menace to Society et Génération Sacrifiée. Qui sont deux films que je vous recommande de voir, hein, personnellement. Et donc les frères Hughes qui justement voilà arrivent au stade dans la grande machine hollywoodienne où ouais t'as un peu de talent mec, et bah écoute tu vas nous faire de la soupe s'il te plaît. Tu vois, et alors tu vas prendre un mec un peu dur à adapter, c'est à savoir Alan Moore, donc, un mec qui rejette toute forme d'adaptation de son œuvre. Voilà exactement. À tel point qu'il n'est pas mentionné sur le staff. Et d'ailleurs de toute façon Alan Moore il a une façon d'écrire qui t'es obligé de rentrer dans un espèce de schéma de pensée qui est pas un schéma habituel, etc. Enfin, t'as beaucoup d'implications, t'as beaucoup d'interprétations à apporter finalement dans ces adaptations. Donc, et de background, enfin voilà.
vraiment lisez Alan Moore plutôt que. Oui, voilà, que exactement. Faire chier en général, Et là, voilà, c'est typiquement l'adaptation. C'est-à-dire que les mecs, c'est l'adaptation de gens, et je suis même pas sûr que les frères Hughes soient spécialement les plus principaux responsables. À mon avis, je pense qu'ils étaient pas maîtres de leur film. C'est des mecs, ils sont allés à la Fnac, ils ont trouvé le From Hell, ils ont regardé, ils ont vu les planches, ils ont fait, ah ouais, graphiquement c'est chouette, et ils en sont restés là, quoi. C'est dur, Eddie Campbell il dessine bien. Donc voilà, ils sont restés là, ils ont resté aux planches. Tu me fais un truc avec des planches, et puis on verra bien ce qu'on va raconter dedans. C'est pareil, c'est complètement osef. J'ai même pas souvenir d'un moment du film qui soit vraiment à sauver. C'est même pas le meilleur film sur Jack l'Éventreur. Donc... Oui, voilà, oui, parce qu'on oublie de le dire, c'est vrai que c'est sur Jack l'Éventreur. Voilà, enfin, c'est vraiment. Vraiment sans intérêt. Et Johnny Depp, il est là. Bah ouais, il est là, il est avec Ivor Graham, voilà. Ils savent pas ce qu'ils font là tous les deux. Enfin, vraiment, je pense que c'est typiquement le genre de film que tout le monde a fait et que personne n'avait envie de faire, tu vois. C'est que ils ont reçu un contrat, ils ont reçu un chèque, ils ont fait bah ok, faut bien bouffer, faut bien rester dans le milieu, machin. Enfin, c'est un film qui dégage rien, même pas de la haine. Hein, je veux dire, moi je m'en souviens, c'est vraiment un film que tu le regardes. Tu sais, comme dans X-Files, parfois t'as les vaisseaux qui passent et puis Mulder il regarde sa montre, il a perdu des minutes. Bah c'est ça. Ce film, c'est ça. Voilà, c'est la même chose que j'ai ressenti à l'époque en salle. Donc, film sans intérêt. Voilà. Je pense pas que c'est la peine d'en dire beaucoup plus. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que tu le mets au-dessus ou au-dessous d'Harry Potter à la Chambre des Secrets ? Je préfère Harry Potter à la Chambre des Secrets quand même. Et je préfère King Kong. Hein. Tout à fait honnêtement, je préfère largement King Kong. Quoi. Ah mais je pense que je le préférerais quand même à Forbidden Kingdom. Écoute, ça me va. Ça te va ? Très bien. Il est juste à la frontière de la dope quand même. Hein. Oui, c'est ça. C'est la définition absolue de ce film. Hein. C'est à la frontière de la dope. Quoi. Désolé pour vous. La sentence est irrévocable. Voilà, c'est gravé dans le marbre. Et le dernier film de sa liste est Fenêtre secrète. Putain, oui, alors comment il s'appelle ? David Koepp. David Koepp. Mais oui, David Koepp. Notre ami David Koepp. Le scénariste qui devait révolutionner Hollywood. Non mais c'est littéralement ça. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr. C'était l'enfant chéri, l'enfant béni, le sauveur du scénario hollywoodien des années 2000. Enfin, oui, il a scénarisé Jurassic Park. Oui, voilà, donc c'était le type qui qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Déjà, il a passé à la réalisation alors que c'était pas l'homme de la situation. Donc, c'était quoi son premier gros truc ? C'était Steer of Echoes, avec Kevin Bacon. Kevin Bacon, qui est un film que je trouve tout à fait correct, mais je pense qu'il atteint son maximum ce film. Je pense que je me souviens que du générique de fin. C'est terrifiant. Ah non, moi déjà, je trouve que Kevin Bacon est top dedans. Vraiment top, mais là pour voilà. David Koepp, on peut juste résumer sa carrière qui va de Carlitos Way, dont on a beaucoup parlé. Voilà, qui va à Indiana Jones 4. Tu t'es au courant qu'il y avait un projet de Jones 4, oui, c'est ça. Un projet rejeté d'ailleurs, je crois. Hein. Oui, je crois que c'est ça. Ils l'ont jamais fait. Il l'a jamais fait, peut-être heureusement finalement, on ne sait pas. Et ensuite, ça va devenir le mec qui adapte. Il a fait Spider-Man, mais il fait parfois il arrive à toucher des trucs intéressants. C'est lui qui a sauvé Mission Impossible. Oui, non, mais voilà, il a, comme dit, il a pas fait que de la merde, mais c'est vraiment le type qui à un moment donné s'est perdu et qui avait un potentiel et qui finalement, voilà, puis il avait aussi Snake Eyes, enfin tu vois. Et il a une touche avec Johnny Depp puisqu'il a fait Mordecai après avec lui. Oui, c'est vrai. Et putain, oui. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu les affiches, j'ai fait non. Non. Johnny Depp a perdu tout crédit. Et alors, il paraît que sur le dernier Pirate, il paraît qu'il était tout le temps en retard tous les matins et ils ont pris des journées de tournage parce que Johnny Depp ne se réveillait plus, quoi. C'est génial. Mais il paraît que sur son suivant, il a fait le Crime de l'Orient Express. Non, pas le Crime de l'Orient Express, il en a fait un autre Agatha Christie. Si, je crois que c'est le Crime de l'Orient Express. Celui de Kenneth Branagh. Avec Kenneth Branagh. Oui, c'est le Crime de l'Orient Express, ouais. Il paraît que là, il était à l'heure, voilà. Et voilà. Donc Fenêtre secrète, donc c'est l'histoire d'un écrivain. En fait, c'est une mauvaise adaptation de La part des ténèbres quelque part. Pour ceux qui ont lu le roman de Stephen King et vu le film de George Romero, on est un peu sur le même thématique, c'est-à-dire à quel moment l'écrivain a recours
un recours à une espèce de surmoi pour pouvoir continuer à écrire. Voilà, comment est-ce qu'il trouve l'inspiration, puis il va se faire persécuter par son inspiration, littéralement. Voilà. Il y a John Turturro, je crois. John Turturro qui... Tu mets un film avec John Turturro, c'est toujours mieux qu'un film sans John Turturro. Voilà, exactement. John Turturro, c'est effectivement, c'est un type, même quand il fait le minimum... quand il est dans Transformers. Même dans Transformers, il arrive à imprégner quelque chose à l'écran. Enfin, ce type... est formidable. C'est très grand acteur qui n'a jamais reçu d'Oscar. Si peut-être. Je crois. Est-ce qu'il a reçu un Oscar ? Est-ce qu'il a pas reçu une palme ? Peut-être. Mais bon, voilà. Ça fait partie des noms que tu verras jamais inscrits au panthéon des académies diverses, alors que il est extraordinaire. Vraiment. Donc voilà. Mais John Turturro, c'est pareil, il est pas au top de son game. Voilà, c'est un film. Prix du meilleur acteur pour Barton Fink. Et c'est bien Barton Fink. Ah oui, bah oui. Exact, ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, c'est vraiment, comme dit, une mauvaise adaptation détournée de Stephen King où il se passe pas grand chose, et puis à la fin d'un seul coup, c'est vraiment ce film là, tu regardes, tu comprends pas trop où ça va, tu comprends pas trop ce qui se fait, tu te fais chier, puis à la fin, c'est oh putain, merde, Bob, on a plus le budget, faut finir le film, et voilà. Ouais, c'était même pas une bonne adaptation, Stephen King. Ouais. Non, ouais, là, tu sens, enfin, comme dit, ça, enfin, vraiment, relisez ou revoyez La Part des Ténèbres. Parce que ce sera 10 fois mieux que ça, quoi. Voilà, c'est pas... Faut dire aussi que David Koepp ensuite va s'attaquer à quand même une œuvre importante, celle de Dan Brown. Parce que oui, c'est lui qui scénarise Dan Brown, enfin qui fait aussi les adaptes de Dan Brown. De Dan Brown, avec justement notre ami Ron Howard, qui va trouver son plan de retraite finalement avec les adaptations de Dan Brown, quoi. Ah bah tu gagnes avec ça. Putain, il a cartonné. Putain, mais même le scénario d'Indy, putain, tu fais le scénario d'Indy, t'as plus de race, quoi. Donc voilà, c'est un autre film, OSEF total, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas complètement gâché, mais voilà. Enfin, ça sert à rien. C'est à l'image de la carrière de Johnny Depp cette décennie. Voilà. Donc. Où est-ce que tu le mettrais ? Où est-ce qu'on mettrait Fenêtre secrète je trouve ça déjà beaucoup mieux que Sweeney Todd, déjà. J'annonce la couleur. Beaucoup mieux, mais pas beaucoup. Oui, c'est ça, voilà. Beaucoup mieux. Genre, je préfère Pamela Rose, quoi. D'un point de vue, comment ça s'appelle, relatif, tu vois. King Kong, tu vois, ça me paraît mieux. Ah oui, King Kong. Baise-moi. Je préfère Baise-moi. Voilà. Je préfère Baise-moi aussi. Mais après Moulin Rouge, je me tape vraiment sur le système. Bon, allez, on le met au-dessus de Moulin Rouge, quand même. Moulin Rouge, d'ailleurs, c'est marrant parce que je vois dans la liste, je me souviens absolument pas qu'on en a parlé, tu vois. Genre, ce film, ça... On en avait dit du mal, crois-moi. Oui, non, mais je vois son classement, je me doute. Mais genre, je n'ai aucun souvenir d'en avoir parlé. Bah écoute, on a fini pour la liste de Corentin Lebras. Merci Corentin pour ta liste. Et je tiens à dire un truc, c'était la première liste qu'on nous a envoyée des années 2000. Genre, dès qu'on a lancé dès qu'on a mis l'épisode, c'était la toute première liste. Donc je me suis dit... Ah bah oui, il fallait... Un petit coup de chapeau quand même. Aux fidèles. Et maintenant, je vais te laisser un peu le choix, tiens. Le choix dans la date. Est-ce que tu veux du très mauvais ou... Est-ce que tu veux du très mauvais ? Une liste qui s'appelle Bière Pizza Film LOL. Ou une liste avec des films musicaux qui en fait sont pas des comédies musicales. On va... tu me parles de Bière Pizza, moi forcément... ça m'intéresse. C'est toi qui choisis la dernière liste. On va choisir Bière Pizza, voilà. Ok, d'accord. C'est pas grave, la prochaine, c'est ce que je fais en général, je les reprends et voilà. Et donc, c'est une liste qui nous est envoyée par Baptiste Degas. Merci Baptiste. Non, tu vas pas le remercier bientôt. Ah oula. Donc, top 3, bière, pizza et film LOL, bref, la vie. Et le premier film de cette liste est un film que j'aime bien, j'annonce la couleur tout de suite. C'est La Tour Montparnasse Infernale. Oui, alors La Tour Montparnasse Infernale, donc c'est Eric et Ramsey au cinéma. Je crois que c'est leur premier film en plus, non en tant que lead duo, il me semble, non Je crois. Ouais. Donc, globalement, le titre annonce la couleur. C'est un mix de Die Hard, de La Tour Infernale et de multiples références comme ça, avec deux idiots profonds qui se retrouvent dans une prise d'otage et qui, contre toute attente, vont déjouer la prise d'otage. Et c'est stupide. Oui, c'est très très con. C'est un film stupide et j'adore ce film. Sa stupidité me fait rire aux larmes.
Bah, ouais, le problème, c'est que je ne suis vraiment pas fan de Eric et Ramsey de ces périodes-là. Je trouve que le potentiel comique d'Éric Judor s'est émancipé plus tard, à mon sens. Oui, et le talent de Ramsey et d'acteur est venu plus tard aussi. Voilà, donc c'est un film, en fait, c'est vraiment une succession de sketchs. Alors, ça peut marcher ou pas, on l'a vu avec Les Cités de la Peur, ça peut marcher, mais le problème, c'est que je trouve la moitié des sketchs tombent complètement à plat. Voilà, c'est pas un film qui me fait hurler de rire, vraiment. C'est un film, je trouve, assez pénible à regarder. Moi, je le trouve très très drôle. Je trouve que les références débiles sont assez géniales. Et il y a des blagues qui me font encore rire aujourd'hui quand j'en parle ou quand je les mime. Et c'est pour moi la signe d'une bonne comédie, c'est quand t'as des blagues dont tu te souviens et que t'as envie de revoir. Et quand je revois des extraits sur YouTube, je suis plié de rire. Bah voilà, c'est tout l'inverse de moi. Moi, je ne me souviens d'aucune blague et quand je les revois, je ne suis toujours pas plié de rire. En plus, il y a un peu de Die Hard. Mais alors, après le film, je le trouve pas honteux. Enfin, voilà, mais je le trouve vraiment poussif. Enfin, en plus, je pense qu'il doit pas être très long, à mon avis, il doit faire 1h20, 1h30. Mais je regardais ma montre sans arrêt. Enfin, vraiment, je trouvais ça vraiment poussif. Voilà, moi, le mec, t'as pas de risque, c'est pas construit comme un film. Qui essaye d'attirer un pilote en lui disant il a des billets de 500 €. Il fait ah, mais non, tu rigoles, le pilote il va pas venir pour 500 €. Et il rajoute un 1 au stylo. c'est trop bête, quoi. Il tente tout. Il y a même la blague de la peau de banane. Enfin, c'est vraiment, il tente tout. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a Marina Foïs. Il y a Marina Foïs qui a peut-être le meilleur personnage parce que justement, elle, c'est une complice en fait du méchant. Du méchant, et en fait, c'est la seule à pas être con de tout le film. Oui, c'est littéralement ça. Elle est presque la vision critique du film en même temps. Oui, c'est ça exactement. C'est génial. Et il y a Serge Iriaboukine qui est un acteur plutôt dramatique. Et quand il essaye d'être dramatique dans des films populaires, il est souvent pas très bon. Je pense par exemple aux Rivières Pourpre 2, tu vois, par exemple. Oh putain, tu viens d'ouvrir des plaies là, t'imagines pas? Ah, j'ai hâte qu'on en parle, putain, j'ai hâte. Et non, j'adore ce film. Ce film me fait hurler de rire, voilà. Bien, comme dirait l'autre, c'est ton choix. Mais ça peut pas dire qu'il aura forcément l'investiture Super Ciné Battle. Hein. Oh là là, toi tu... Oh là. Quoi ? Rien. Enfin. Je te vois venir. Dis-moi où tu veux le mettre. Et je te dirai de combien de places je descendrai. Alors non, j'essaye de réfléchir stratégiquement par rapport à ce que tu vas dire. Là. Moi, il me fait rire. En sachant que moi, voilà, je le tolère vaguement, quoi. Mais... Ouais, je comprends bien. Il me fait rire comme Tekken me fait rire un peu, mais tu vois, ouais, mais non. Genre, moi, je vois... Tu peux pas le mettre au-dessus de Tropic Thunder. Enfin, genre, impossible de le mettre au-dessus de Tropic Thunder, quoi. Bon, sous Tropic Thunder. Moi, ça me fait chier pour Gangs of New York, personnellement. Mais bon. Non, je préfère vous revoir un peu... Alors, honnêtement, je préfère Prête-moi ta main. Non, ouais, mais non, donne-moi quand même ça. D'accord. Okay. Il a quand même descendu de beaucoup par rapport à mes espérances. Ouais, non, mais Taken, c'est 26ème place, là, tu te serais foutu de ma gueule, là. Mais attends, moi, je tente. Hein. Oui, non, mais c'est ça, exactement. C'est à ça qu'on les reconnaît. Ça ose tout. Oh là là, la Tourmente Infernale est donc quelque chose comme le 40e meilleur film. Faut juste penser à un truc, c'est que la Tourmente Infernale est au-dessus de Gangs of New York, mais aussi de Pogno. Mais oui, mais c'est gravé dans le marbre, c'est comme ça. C'est fini, à tout jamais. À tout jamais, il ne pourra plus jamais passer derrière tous ceux Pogno. qui ont adoré ce film me remercient là en ce moment. Par contre, le deuxième film de sa liste, et c'est toi qui l'as choisi, je te rappelle, c'est Scary Movie. Oui, Scary Movie, la parodie de Scream, avec les frères Wayans. Voilà. Et avec comment elle s'appelle déjà Par un frère Wayans, c'est avec la nana d'American Pie là. Anna Faris. Anna Faris qui est devenue depuis la femme de Chris Pratt. Ah oui, d'accord. Je ne savais pas. Tu vois le petit moment people de Super Ciné Battle. Je suis toujours là pour toi.
Donc voilà, Scary Movie, il y en a eu une tétrachée, je sais pas combien, 5, 6 Parce que ça cartonne et ça coûte pas cher à faire. Ah, ça coûte pas cher à faire. Et c'est un peu... Et malgré les critiques, ça cartonne toujours. Quoi. Et non, mais en fait, le problème, c'est qu'il regroupe tous les soucis que moi j'ai avec les comédies américaines parodiques. C'est que... Attends, pré-Zaz ou post-Zaz Post-Zaz. Non, D'accord. parce que Zaz, par contre, respect, tu vois. Les premiers Zaz, aucun problème. Ouais, les premiers Zaz, oui, respect total. Mais là, le problème, c'est que... c'est une parodie de Scream et de Scream 2. En plus, et Scream 3 même, peut-être. Ouais, Scream. Alors déjà, en plus, ils font une parodie d'un film qui est lui-même déjà très méta par rapport au genre qu'il aborde. Enfin, du coup, tu tombes sur un truc qui est déjà vachement casse-gueule. Et surtout, c'est un empilement de sketchs qui, la moitié sont... Enfin, c'est pareil, les moitiés sont pas super drôles. Alors, parce que t'as des sketchs avec un personnage qui est homosexuel et qui se fait tuer avec un godemiché dans l'oreille. Très bon, ça, très bon. Des trucs dans ce style-là, mais c'est pénible à voir parce que voilà, enfin, t'as plein de trucs qui sont forcés. Voilà, enfin, c'est pas un film que j'aime énormément, vois-tu. Écoute, je pense qu'à l'époque, je l'ai vu en salle et j'étais en bon esprit. Ah, mais moi aussi, je l'ai vu en salle, j'avais une carte illimitée, il fallait bien que je la rentabilise. Mais... moi pas encore, mais je crois que je l'avais un peu aimé, quoi. Mais je pense qu'il ne survit pas le revoyeur. Ah non, je pense effectivement, c'est un truc à mon avis. En plus, c'est un peu daté, t'as des références à Sixième Sens. Oui, puis même, je me rappelle plus exactement, mais tu dois aussi avoir comme beaucoup de comédies américaines, t'as genre des références culturelles qui concernent que les Américains à ce moment T précis. Dawson, quoi. Voilà, et en plus, faut dire que Dawson... 5 ans après, tout le monde les aura oubliés, enfin du coup, c'est... Faut dire en plus que Dawson est écrit par le mec qui va écrire... Scream, tu vois. Oui, Scream, tout à fait, voilà. Williamson, c'est ça son... Ouais, Kevin Williamson. Donc, mais bon, enfin voilà, c'est... Alors, ce qui sauve Scary Movie, c'est qu'il y a eu des suites après. Et vraiment... Ce qui le rend meilleur, en fait. ce qui le rend d'un seul coup vachement meilleur, mais bon, voilà, c'est pas un film que je porte énormément en estime, quoi. Moi, j'étais mini amoureux de Anna Faris à l'époque. Pourquoi pas? C'est un pays libre, encore. ouais, mais voilà, il ne survivrait pas un revoyage. Je pense pas non plus. Où est-ce qu'on va le mettre? Si ça peut te faire plaisir, je trouve La Tour Montparnasse Infernale bien meilleure. Hein. Ah bah, déjà ça me fait plaisir, mais aussi donc, tu gardes mon respect. Voilà, tu vois, c'est quand même, on est sur une échelle de valeur qui... My man. Mais par contre, je le mets au-dessus de Juno. Ah non, laisse-le moi en dessous de Juno quand même. Juste en dessous si tu veux. Bon, je vais pas me battre pour Scary Movie, bon sang. D'accord. Il y a des combats qu'il faut savoir perdre. Scary Movie 1. Et alors, m'envoyez pas les listes avec Scary Movie 2 parce que je ne saurais pas faire la différence. Mais là, tu m'as rappelé le godemiché. Et il y a aussi une scène où je crois qu'elle est poussée sur le pantalon du mec. Et elle mime une fellation pendant tout le... Je crois que c'est le seul gag dont je me souviens. Oui, et en plus, je crois que c'est un gag interminable. Et déjà, la situation en elle-même... Bon, une fois que t'as connu une fellation dans ta vie, c'est pas forcément extrêmement drôle. Et surtout, ça s'étire pendant des plombes. Et genre... c'est vraiment... Ça fait partie de ces films, voilà. C'est ce qui m'énerve. Ça fait partie de ces putains de films où tu mettrais des réenregistrés derrière. Ça détonnerait pas, tu vois ce que je veux dire? Ça m'exaspère. Ou alors une petite musique à la Seinfeld. Oui, sauf que Seinfeld, c'est bien écrit, tu vois. Oui, mais la petite musique, elle est... Voilà, c'est un gros panneau. Attention, là, il faut rire. Regardez bien. Sinon, la scène va durer 5 minutes. Donc rigolez maintenant, sinon on continue. C'est ça, quoi. Alors, et le dernier film de cette liste, donc de bière, de pizza et de film LOL, c'est toi qui l'as voulu, c'est Les 11 Commandements. On a déjà parlé dans les 11 commandements de la scène avec Hitler. Ah oui, voilà. il annonce un comeback improbable et il arrive déguisé en Hitler, sans doute quelque part en Alsace. Il fait... Et voilà, il rentre dans une boulangerie, il en sort, il fait... c'est marqué en lettres gothiques, voilà. J'aime beaucoup la petite typographie. Voilà, donc c'est Michael Youn qui a vu Jackass en fait. Ouais, c'est exactement ça. Qui a vu Jackass et qui fait oh putain trop bien. Ça a l'air facile. Ça a l'air facile, on va faire ça. Et alors, moi je dois t'avouer qu'il y a des choses qui me font rire.
bêtement, quoi. Vraiment, genre, il y a des moments où je me suis tapé des fous rires, par exemple. Ils vont en Russie et ils s'achètent un bazooka et ils tirent dans l'eau. Ça dure littéralement 1 seconde à l'écran, mais ça me fait hurler de rire. Je sais pas, moi. C'est le genre de truc que je ferais si j'avais beaucoup d'argent. Mais là je vais parler à l'homme de cœur parce que tu es, et je vais toucher un point sensible, parce que c'est Michael Youn qui a fait Jackass et qui part filmer. Enfin, c'est semi-scénarisé, enfin, c'est ce côté-là. Mais faut quand même savoir que, alors pas à la même année, mais dans les mêmes périodes, on a eu Borat. Et putain, tu peux pas me faire ça. Non, mais je veux dire, c'est un sous Borat avant l'heure. Parce que je crois qu'il est sorti avant quand même, mine de rien. Mais c'est genre, c'est la même formule, sauf que c'est Michael Youn. Voilà, et ça suffit déjà à résumer le truc. C'est que c'est des mecs, voilà, qui leur humour, c'est montrer leur cul, c'est censé être une blague en soi. Alors, voilà, on en est là. Non, il y a beaucoup, c'est beaucoup plus subtil que montrer. Alors, tu veux que je te résume quelques vannes? Ils font une randonnée nocturne en roller, mais en ayant pris des somnifères. Ouais, non. Je comprends. Enfin, personnellement, je trouve que ça. Ok. Ils vont en Russie toujours et ils vont dans le truc à centrifugeuse, mais ils rentrent complètement bourrés. Et ils se vomissent dessus, c'est débile. Oui, mais des années après, je ne comprends toujours pas en quoi c'est censé être drôle. Tu sais, le sketch des Guignols à l'époque où les Guignols étaient encore Guignols, où t'as... La chèvre oui, à la chèvre, voilà, où il doit expliquer pourquoi Carl Zero est drôle au bord de Canal+. Acculer un mouton. Enculer un mouton, voilà. Et je suis exactement dans cette situation. C'est-à-dire que je regarde ce truc-là, je comprends que le film essaie de me dire que c'est drôle. Hein. Je comprends qu'il fait beaucoup d'efforts en hurlant, en faisant des plans de coupe sur Michael Youn et ses potes en train de rigoler. En se déguisant en Hitler. Voilà, je comprends que le film essaie moi de dire que c'est drôle. je parle aussi à l'homme de cœur. Oui, non, mais oui. Mais c'est le seul, voilà, c'est le seul moment. Mais enfin voilà, c'est pareil. Enfin, c'est un film qui est plus fatigant qu'autre chose. Il y a un moment où ils prennent des piments, si je me souviens bien. Et il y a aussi le moment où ils prennent une dose de Viagra, ils vont à la plage. C'est d'une connerie. Voilà. Alors déjà qu'à la base, je suis pas archi fan de Jackass parce que c'est vraiment, enfin, c'est de la connerie à l'état brut. Mais là, c'est un sous Jackass, hein, vraiment. Quitte à regarder des mecs faire des trucs débiles dangereux pour la santé, autant regarder les vrais qui s'envoyaient des boules de bowling dans les couilles, quoi. Enfin, voilà. Autant aller à la formule initiale. Là, c'est un ersatz. Voilà, quoi. Et pour peu que tu sois à peu près normal, donc allergique à Michael Youn, c'est une torture ce film. Ouais, moi je suis pas allergique, je suis pas réfractaire. J'accepte les gens dans toutes leurs différences. Michael Youn, pour tout te dire, j'ai même vu son Chao Pantin à lui. Hein. Oh putain, le truc là, là où il fait le clown triste. Le clown triste. Héros. Ouais. J'ai vu le Chao Pantin de Michael Youn, donc j'essaie d'avoir un avis le plus complet possible sur la personne, tu vois. Ouais, je fais un effort. Ton fanatisme, on dirait Quicks. C'est ça, je fais un effort. Alors, et puis il y a aussi des vannes qui tombent à plat, par exemple, ils vont. Ah bon? Ah bah dis donc. Alors, je suis surpris, dis donc. Je crois qu'ils vont au stade de Lyon et ils chantent Le Lion est mort ce soir. Oui, voilà. Ouais, tu vois. Voilà. Voilà. Et puis il y a aussi. Mais tu vois, quand tu racontes toi, c'est déjà plus drôle. Hein, tu vois, quand tu racontes toi, c'est déjà plus drôle. Tu vois, comme ça. Bah moi, je fais une mise en abîme. Il y a un moment où c'est assez rigolo, puisqu'en fait, il demande à Amélie Mauresmo, je crois, de venir jouer et de faire des services pendant qu'eux, ils sont en train de faire un pique-nique. Et en fait, il y a un moment. En fait, parce que Michael Youn n'est pas le seul dedans. Oui, il y a Vincent de Sagna et Benjamin Morgan. Et Benjamin Morgan me fait assez rire, en fait. J'aime bien il continue à parler des stock options. Alors, il y a Amélie. Tu vois, ça te fait rire. Oui, mais quand tu le racontes, oui. Alors qu'il y a Amélie Mauresmo qui est en train de lui foutre des services dans la gueule. Et ça a l'air tellement douloureux, putain. Je crois qu'il y a aussi Djibril Cissé qui leur tire des ballons de foot. Ils sont devant les cages. Ouais. Et ça a l'air douloureux aussi. Voilà, on a donc dit tout ce qu'on avait à peu près à dire sur ce film. Où est-ce qu'on le classe? En sachant qu'il y a Hitler. En sachant qu'il y a Hitler. Et un film avec Hitler est toujours meilleur qu'un film sans Hitler. Hein. Bah, c'est le meilleur méchant. Voilà, c'est quand même dans la catégorie des méchants, on n'a jamais fait mieux. Donc forcément, oui. Écoute, moi je le vois au-dessus du Seigneur des Anneaux, les deux tours. Ah non, jamais de la vie. Non, je vois ça au-dessus de Juno, moi, si tu me demandes. Tu peux pas mettre ça au-dessus d'un Johnito, même si c'est Vengeance. Je sais pas, moi je vois ça au-dessus de Scary Movie. Hein.
Ah non. Tu peux pas me mettre en dessous de... Alors dis-moi où. Eh ben, ma limite, c'est vengeance. Alors il faut que nos goûts se rejoignent. Moi, c'est au-dessus de Juno. Donc ça se rejoint... Attends, Je tiens à faire une pause là. Chers auditeurs, je vous prends un témoin, vous l'entendez, et je vais le noter sur une feuille, que Kamui décide de gérer ça de façon mathématique. Vous vous en souviendrez la prochaine fois qu'il essaiera de classer une de ces merdes tout en haut du classement. Mais vas-y, on fait ta méthode. Je note. Non, mais je note, c'est tout. Je note, c'est tout. Je tiens à prendre note et j'ai des témoins. Et je vais graver dans le marbre cette règle implicite tout de suite. Je vais la graver, je vais la mettre en face de mon bureau. Allez, toi, et promis, tu n'y échapperas pas. D'accord, écoute. D'accord, on le met au-dessous de vengeance. Ah putain, j'y crois pas. Le renoncement. On le met au-dessus de vengeance. Ça me permet de dire la phrase, mais au-dessus d'Avatar. Ah putain. Quelle barre de rire. Merci Michael Youn. Merci Michael Youn. Putain, gravé dans le marbre au-dessus de James Cameron. Et si ça, c'est pas une concession quand même, putain. Mais attends, il a failli être plus haut quand même. Hein. Oui, il a failli être plus haut. Il a failli être au-dessus de Juno. Hein. Oh là là. Ah là là, quelle barre de rire. Bon bah écoute, on a fini nos listes. Quoi ? Déjà ? Tu te fous de ma gueule ? Ah non, on a fini nos listes, ça y est. Ah non, Daniel, faut qu'on en fasse une là. Non, on a fini. J'ai réservé ma soirée pour toi, Daniel. Je peux pas arrêter maintenant. De quoi j'aurais l'air ? J'ai une réputation à tenir, moi, tu sais. Ah putain. Tu sais, je vais sortir du bureau. Ma femme va me regarder. Elle me fait déjà fini ? Tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, alors, puisque c'est toi, je vais te donner une autre liste. Ah, je t'aime. Je te fais un bisou. Tu vois, comme ça. Bon, on va faire l'autre liste. Parce que j'aime les films musicaux qui ne sont pas des comédies musicales. D'abord, on remercie Baptiste Degas. Oui, merci Baptiste. Et donc, parce que j'aime les films musicaux qui ne sont pas des comédies musicales, nous est envoyé par Sylvain Lartigue. Eh bien, merci Sylvain pour ta liste. Et le premier film de sa liste est un film des frères Cohen, qui est O Brother. Eh oui, O Brother, Where Are Vous, le titre anglais, avec George Clooney, avec John Turturro, John Goodman. Voilà, gros du casting. Et pas mal de caméos, je crois aussi. Et l'histoire, c'est des bagnards qui... dans le Mississippi, c'est des années... je sais plus, c'est des années 20 peut-être, je sais plus exactement. Voilà, enfin en gros, qui s'évadent à un moment donné à la faveur d'une mégarde du shérif local, et puis qui vont parcourir le Mississippi de ces années-là, voilà, et qui évidemment, comme c'est les frères Cohen, c'est un Mississippi peuplé de personnages assez décalés. Eux-mêmes, ils sont un peu bas du front, hein, on va le dire comme ça. Et donc, t'as un espèce de regard décalé à travers ces trois imbéciles heureux dans le Mississippi des années 20, 30, je sais plus exactement. C'est la Grande Dépression, donc le timing, voilà. Et la particularité de ce film, c'est qu'en fait, c'est un peu musical, c'est que c'est une adaptation de Homère. Oui, c'est ça. Puisque c'est l'adaptation de l'Odyssée, et je crois que Georges Clooney s'appelle Ulysse. Voilà, parce qu'on retrouve les sirènes sous une forme un tout petit peu différente, mais on les retrouve quand même. Enfin, voilà, je crois que John Goodman, il est aveugle. Voilà. Donc voilà, effectivement, t'as ce côté-là, et effectivement, la partie musicale, c'est qu'à un moment donné, il se retrouve à enregistrer un disque, en fait, dans une radio locale, qui cartonne, et la chanson c'est Men of Constant Sorrow, et une chanson que j'adore vraiment beaucoup d'ailleurs. Et voilà, il y a un truc qu'on peut dire déjà de ce film, c'est que la bande son est exceptionnelle. La bande son est vraiment entre vraiment top, gospel, le blues, hillbilly, la country, vraiment c'est vraiment une de leurs meilleures bandes son. Et ce film est très 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 grosse réputation aux États-Unis, mais pas autant en France. Il est considéré comme un Cohen mineur. En France ? Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Ah, peut-être, ouais. Mais c'est marrant qu'il soit considéré comme un Cohen majeur aux États-Unis. Tu vois, c'est marrant ce film-là. Oscar meilleur scénario. D'accord, je me rappelle plus. Ouais, c'est possible. Ouais. Ah non, vraiment aux États-Unis, j'ai écouté un podcast où justement il faisait une critique de tous les. De tous les frères. De tous les Cohen, quoi. Il faisait un peu ce qu'on fait en fait. Oh, les salauds, ils nous ont piqué notre concept. Oh là là. Et le truc, c'est qu'il est fini très très haut dans les. D'accord. Ouais. Et moi j'ai un problème avec ce film, que j'adore sa direction artistique.
J'adore ces acteurs, je pense que c'est un des meilleurs rôles de George Clooney. Surtout, ça va être le rôle majeur de George Clooney dans le sens où il va devenir un acteur à partir. Il va devenir un acteur, c'est-à-dire autre chose qu'un acteur de novelas. Voilà. George Clooney jusqu'à présent c'était le mec d'urgence, il avait fait quelques films avant, mais là il s'émancipe de la Warner. Les frères Cohen en fait vont dire plus tard, mais ils ont tout à fait raison, c'est quand on voit George Clooney, la première chose qu'on pense c'est que c'est un imbécile, on ne peut pas lui donner autre chose que des rôles d'imbécile. Et c'est vrai qu'il joue extrêmement bien. Est bon pour les imbéciles, mais pas les imbéciles crasses, les imbéciles heureux. Tu vois, mais même dans Hail Caesar, il est génial. Voilà, donc et ils vont trouver cette ressource chez George Clooney, qui après va être déclinée, que lui-même va décliner dans certains de ses propres films. Enfin voilà, ça va être une espèce de clown exploitation à son échelle. Et voilà, et c'est ce film, c'est vraiment le pivot de la carrière de George Clooney. Et pour le coup, effectivement, il est très bon dedans, quoi. Et alors, voilà mon petit souci avec ce film, c'est que, pas petit en fait, c'est que quand je l'ai revu. Au début, tu vois, ils sont en prison dans Mississippi et on voit des prisonniers et puis après on ne voit plus un seul noir. Et c'est très bizarre de voir un film sur le gospel, sur le blues, sur la Grande Dépression, dans le Mississippi, des prisonniers qui s'évadent et qui traversent quand même des. Oui, ils traversent littéralement. Oui, c'est l'Odyssée quoi. Oui, c'est ça, il traverse, il passe à travers plein de couches de la société américaine aussi. Et il n'y a pas un noir. Oui, c'est vrai que... Et ça me choque à chaque fois que je vois ce film. On peut dire ça en général de la filmo des frères Cohen, parce qu'ils filment aussi des choses qui sont proches de leur patrimoine ou de leur culture c'est pas un reproche de pas filmer avec des noirs, c'est que là spécifiquement c'est le film où il aurait fallu en mettre là. En fait c'est ça, c'est qu'en fait on est à travers un prisme de lecture qui est celui pour le coup des frères Cohen, et parce qu'évidemment on se doute bien que c'est pas, t'as ce côté justement, il se base sur certains faits qui sont arrivés, de certaines anecdotes des braquages des braquages, et puis même l'histoire de la chanson aussi, c'est basé sur une anecdote qui a réellement existé, mais effectivement ils sont dans un espèce de fantasme à leur échelle quoi. Et effectivement c'est bizarre que de ce fantasme là, c'est comme ce qu'on disait un peu sur Amélie Poulain aussi, c'est que Amélie Poulain c'est un film où il n'y a plus un seul graffiti et le seul arabe c'est Jamel Debbouze qui fait l'épicier. Tu vois, voilà, on est un peu sur le même truc, c'est que c'est une vision fantasmée de quelque chose qui... C'est une vision fantasmée, ouais. C'est une vision fantasmée, et effectivement, c'est un problème, et c'est d'autant plus problématique que finalement, le film en lui-même, d'un point de vue filmique... Il est réjouissant, même. Il fonctionne plutôt bien. Alors, je trouve qu'il a quelques longueurs, malgré tout. Ouais, genre, le dernier tiers... oui, t'as compris où ils ont. T'as compris où ils veulent venir, c'était pas la peine de rajouter. Mais globalement, ça reste un film des frères Cohen qui savent ce qu'ils font, quoi. Mais c'est vrai que du coup, ça laisse l'impression d'un peu bizarre, quoi, du film qui pourrait vraiment être tellement mieux s'il n'y avait pas ces petits détails étranges, quoi. Au mieux étrange. Enfin, je sais pas si moi à chaque fois que je le revois, et je l'ai revu assez souvent. Non mais et la musique est tellement bien, putain. C'est ce que je veux dire, le problème c'est que t'as une vision très aseptisée. Enfin moi j'avais jamais fait gaffe, je l'ai pas revu depuis un moment. C'est-à-dire que j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait vraiment aucun noir après le début, mais tu ressentais justement ce côté un peu aseptisé tout le long. Tu comprends, c'est avec la chromo spéciale. Tu sens que c'est une fable, mais en même temps t'as ce côté. Oui, c'est clairement d'où les chansons, quoi. Voilà, c'est une fable, mais en même temps t'as ce côté un peu, un peu trop nostalgique. Enfin, vraiment, t'as un rapport qui est un peu étrange. C'est une fable, mais en même temps, t'as un côté quand même sincère. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. Je sais pas, ça aurait peut-être dû être plus tranché. Je sais pas trop. J'ai pas la clé là. Mais voilà, moi aussi, je ressentais qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas forcément complètement dans cet univers-là, quoi. Où est-ce qu'on le met ? Où est-ce qu'on va le mettre ? Et pour moi, ça l'empêche d'être dans le premier tiers. Et ça me fait très bizarre. Je pense que c'est un des films des frères Cohen où j'ai le plus de problèmes, en fait. Oui, alors c'est peut-être parce que j'ai le plus de problèmes, mais moi je le mettrais en dessous de Tropic Thunder. J'allais dire au-dessous de Fabuleux Destin. Ah en dessous de Tropic Thunder, est-ce que ça te va ? D'accord. Je vais pas lutter. Ouais, c'est pareil, j'aurais pas lutté non plus. Il y en a d'autres films des frères Cohen où on va se rattraper. Je pense qu'il y aura moyen de se rattraper, voilà.
Ils ont pas fait des grands films, les frères Cohen, en général. C'est des cinéastes assez mineurs que l'histoire aura oublié, mais ils ont fait des trucs corrects, quoi. Oh, brother, where art thou? Et le deuxième film de la liste de Sylvain est Good Morning England. Alors, Good Morning England, je l'ai vu. Putain, de quoi ça parle? Et alors, je peux te dire un truc. Là, je vais te dire un truc, c'est que je ne l'ai pas vu. Ah, bah du coup, ça repose que sur moi. Bah ça tombe bien, c'est un film dont je me souviens pas. Alors, c'est parfait. Alors, est-ce que tu veux le mettre de côté? On en reparle après. Ouais, on va peut-être le mettre. Parce que je me rappelle. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est l'histoire d'une radio, en fait, c'est ça? Ouais, je crois que c'est du rock, ouais. C'est l'histoire d'une radio rock, etc. Avec alors, Philippe Seymour Hoffman. Mais le film est là tout de suite comme ça, sans préparation, il m'évoque pas grand chose. Je sais qu'il y a comment ça s'appelle, il y a le second du duo de Shaun of the Dead. Yannick Frost. Yannick Frost dedans. Je sais qu'Yannick Frost, il y a un casting qui est assez chouette et il y a des moments sympas, mais je n'ai plus de souvenirs de ce film là. Donc bien, voilà. Écoute, on se garde pour la prochaine fois. Voilà, désolé, là c'est sans préparation, celui-là m'échappe. Non mais attends, Richard Curtis, donc qui avait scénarisé aussi 4 mariages notamment. Et le dernier film de cette liste, et là je sais que tu l'as vu. Oh, tu as tort de rire. Oh là, vous avez tort de rire. C'est un film étonnant. Oula. C'est un film qui s'appelle 8 Mile de Curtis Hanson. De Curtis Hanson, regretté Curtis Hanson. Qui est mort l'année dernière. Qui était mort l'année dernière. Peu de temps après qu'on ait sorti l'émission, on parlait de son excellentissime et Confidential. Son meilleur film. De quoi, il est Confidential? Ouais. Ah bah oui. Clairement son meilleur film. Grand film, voilà. Donc, et là, c'est son plus grand carton. Voilà, et faut savoir que du coup, 8 Miles, c'est à la base... tu pourrais le prendre pour un film purement commercial, c'est-à-dire que c'est Eminem qui passe devant la caméra. Donc Eminem féminin, le lapsus qui ne veut rien dire. Eminem, phénomène du rap blanc des années 2000. Peut-être même ça a même commencé fin 90. Ça a commencé fin 90. Fin 90, c'est ça. Avec The Real Slim Shady, etc. Voilà, qui passe, qui a son film qui lui est consacré à lui. Donc c'est en matière de renommée, tu vois, on passe une étape supérieure. Et souvent, enfin en tout cas, quand t'as un film comme ça qui est dédié à une star qui n'est pas acteur à la base, tu le prends quand même avec des pincettes parce que tu penses dis, que ça va être pourri. Ouais. Tu te dis, ouais, ok, c'est le film de comment le mec il veut se faire plaisir, il veut se faire son ego trip, voilà, ça va être pénible, ça va avoir aucun intérêt. Et surprise, si, 8 Mile a un intérêt. Parce que l'histoire globalement c'est plus ou moins la biographie d'Eminem à Détroit, un jeune homme pauvre né du mauvais côté de la voie de chemin de fer, enfin non pas la voie de chemin de fer, la route, la fameuse 8 Mile, qui va trouver avec une mère abusive, on va dire, une mère abusive qui est jouée par Kim Basinger. Voilà, un environnement toxique, et qui va trouver la lumière et la rédemption dans les battles de rap. Voilà. Et les battles de rap sont une métaphore de la battle tout court en fait. Oui, voilà, c'est le combat social de ce type-là. Voilà, c'est alors justement parce que le fait que ce soit Eminem, t'as aussi ce rapport-là parce que t'avais la position du rappeur blanc dans ce milieu-là qui était réservé aux noirs entre guillemets parce que justement les blancs voulaient pas en faire, donc du coup il y avait que des noirs qui en faisaient à l'époque. Et c'est aussi un film de le blanc qui réussit dans un milieu de noir, quoi. Voilà, exactement. Donc t'as ce rapport-là, et son exclusion à lui passe aussi justement par ça, c'est que sa passion finalement, entre guillemets, que ce soit du point de vue des blancs d'ailleurs, parce que le rap c'est pas une affaire de blancs en théorie du point de vue des blancs, que du point de vue des noirs, vu que c'était la seule chose qu'on leur laissait. Voilà, c'était le mec qui essayait de sortir de son milieu et de lutter malgré tout contre les a priori qu'il y avait contre lui. Et c'est aussi un film où il y a énormément de gens qui vont devenir des futurs stars, quoi. On peut lui dire il avait du nez, Curtis Hanson avait casté quand même Kim Basinger avec qui il a déjà joué dans les Confidential. Il y avait Mickey il y avait Brittany Murphy. Mickey Pfeiffer aussi qui était... Mickey Pfeiffer qui joue le pote. Ouais, qui joue le pote avec des dreadlocks. Alors elles lui vont pas très bien les dreadlocks. Il a une drôle de tête. Ouais, moi je trouve qu'il est pas mal. Il joue bien, mais... Et ce qui est rigolo, c'est qu'il lui dit...
quand il va rapper, à un moment, il va le vanner, il va lui dire que c'est un peu le collabo, quoi, tu vois. Ouais, exactement, quoi. Il y a Anthony Mackie qui joue le rival. Ouais, Anthony Mackie qu'on va revoir ensuite, vous le connaissez tous parce qu'il joue le faucon dans Avengers. Et il y a Michael Shannon dans le rôle du petit ami de la mère de Eminem. Eminem, ouais. Non, vraiment, il y a un casting assez solide. Et en fait, j'adore les scènes de fight. Parfois, je me fais des séquences où je me remate juste les scènes de fight, de battle, parce que je trouve qu'elles ont une bonne rythmique, elles sont bien... En fait, c'est ça, elles sont bien orchestrées par rapport au ton global du film. C'est-à-dire, il commence à se battre, il en chie au début, il est super timide, et au fur et à mesure du film, on voit la chanson clé de 8 Mile, celle qui va servir de chanson-titre, qui va être le fil conducteur, et tu vas le voir en train d'écrire au fur et à mesure, et tu vas voir la musique en train de se créer au fur et à mesure du film, et je trouve ça assez bien amené. Curtis Hanson maîtrise beaucoup mieux Eminem que ensuite il va faire comment il s'appelle, 50 Cent ensuite. Oui, voilà. Ouais. La chanson titre c'était Lose Yourself, qui va d'ailleurs être cartonné. Moi, bizarrement, j'aime bien Eminem en tant qu'artiste musical. Pas forcément en univers musical, mais c'est. Disons qu'il y a des périodes. Il y a des périodes, mais je trouve qu'il y a un vrai don dans la composition en tout cas. Mais voilà, et bref, effectivement, comme tu dis, c'est que en fait, 8 Mile, c'est un film qui est très classique par rapport à son sujet. Dans la description de la misère, dans son côté Rocky aussi, évidemment. Tu penses tu ne peux pas ne pas penser à Rocky. Ah, clairement. Parce que c'est pareil, c'est le blanc qui affronte le noir, alors que c'est pas censé être son turf. Il est donné comme outsider. C'est l'outsider tout le long, qui va devoir se dépasser, qui est pauvre, qui est pas très instruit. Enfin voilà, c'est vraiment, tu retrouves tout Rocky dans 8 Mile. Et une vie abusive en plus, quoi. Mais effectivement les battles sont vraiment extraordinaires parce que Curtis Hanson arrive à trouver vraiment un très bon équilibre, c'est-à-dire qu'il arrive à... T'as un côté... le ridicule quand même de cette situation. C'est ça, mais surtout t'as le côté... il s'inspire du reportage de guerre parce que t'as la caméra qui va plonger au cœur de la fosse et de ces types-là, et il arrive à pas tomber dans le piège de la shaky cam qui veut rien dire, etc. Enfin, il y a une vraie idée de chorégraphie, donc pas par le mouvement forcément des acteurs, mais de la caméra, une vraie idée de mise en scène, tout simplement. Voilà. Il y a des vraies idées de mise en scène, comme tu as dit, c'est par rapport à l'évolution des personnages, à l'importance de la battle au moment du récit, à l'importance de la battle, de ce qu'elle apporte au personnage. Enfin, vraiment, c'est vraiment super bien fait, et elles sont vraiment super prenantes, quoi. Et le contre-pied final est vraiment super, quoi. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il est donné perdant par tout le monde, et en plus il lui laisse la main, car on peut choisir de commencer ou en train de laisser l'autre, et en général c'est mieux de passer derrière, parce que derrière on peut en foutre t'as les billes en fait. T'as les billes en fait pour appliquer. Et lui il joue le contre-pied total en disant moi je suis vraiment la lie de l'humanité, qu'est-ce que tu vas dire sur moi, et moi je connais tout de toi. Et voilà, et il lui cloue le bec. Voilà, non, vraiment, il y a un petit côté très Rocky en termes de ce sentiment que tu as viscéral dans les combats de la victoire, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et Eminem le joue bien, et Brittany Murphy le joue bien. Brittany Murphy qui est au top du sexy. Et je pense qu'il y a une scène qui a marqué à peu près tout le monde, c'est celle où il baise, baise dans l'usine. Dans l'usine, tout à fait. Oh là là. Mais oui, et en plus, c'est ça. Brittany Murphy, vraiment grand talent quand même. Et en plus, c'est qu'en plus, Eminem joue tout à fait correctement. Enfin, c'est-à-dire que. Oui, et même les rappeurs qu'il a appelés pour faire des caméos ou des choses comme ça. Il y a Exhibit dedans. Ouais, ils sont bons. Ils sont dans le film. Enfin, vraiment, il y a ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. C'est pas que le produit marketing autour du nom d'Eminem. Ça aurait pu être ça. Mais il y a Curtis Hanson derrière qui sait faire sa mise en scène, qui sait diriger ses acteurs, et qui finalement donne un film tout à fait respectable. Et je pense qu'on peut même dire que c'est un des plus grands films hip-hop en fait. Alors je m'y connais peut-être pas assez en film hip-hop pour faire une affirmation pareille, mais en tout cas, comme dit, je pense qu'en plus c'est un film que tu peux apprécier vraiment, même si t'aimes pas le hip-hop. Et pour le coup, ça peut être justement une bonne porte d'entrée
pour découvrir justement cet univers-là du hip-hop des années 90, parce que là justement on est sur le moment où le hip-hop va se construire dans les années 90, quoi. D'ailleurs, en parlant de film hip-hop, pas longtemps après, je crois qu'il y a le film documentaire de Michel Gondry qui s'appelle Block Party. Est-ce que tu l'as vu? Et ça, vraiment, c'est vraiment super, quoi. Oui, vraiment, tout à fait. Block Party de Michel Gondry. Oui, tout à fait. Super bien. Donc, où est-ce qu'on va mettre celui-là? Alors, en sachant qu'il est quand même beaucoup mieux que Get Rich or Die Trying. Oui. Donc celui avec 50 Cent. Bah, 50 Cent est un moins bon acteur que... Oui. Et il a fait des choix de carrière un peu étrange. Moi, je l'ai revu, c'était dans le film avec Pacino et De Niro, là. Putain, c'est comment ce film-là? Ouais, ce film-là, quoi. Non, ouais. Genre, putain, je fais ok. Où est-ce qu'on va te mettre, Ted Mile, qui est quand même plus qu'un guilty pleasure, c'est un film que je reprends plaisir à voir. Ouais. Bah... Je pense que pour le principe, il peut pas aller au-dessus de Rocky, oui, il peut pas. Parce que voilà, est-ce qu'il peut... il peut pas aller au-dessus de Rocky. Moi, je mettrais aux alentours de Zatoichi. Au-dessus de Zatoichi, personnellement. D'accord, mais au-dessus de Tekken. Bah oui, Tekken. Tu remarques que Tekken est quand même très très bien classé. Oui, il reste. Mais faut dire Tekken, quand même. Faut dire qu'on a eu quand même beaucoup de bottom shooters aussi. Enfin, on remplit pas mal le bas du tableau. Il y a 2 épisodes entiers où on n'a jamais dépassé les 40, quoi. C'est vrai. Et là, je crois qu'on va dépasser les 100. On va dépasser les 100, mais alors, il y a une nouvelle pour nos auditeurs. C'est que contrairement aux années 70, 80, 90... Ah bah oui, on va vous le dire. Eh oui, faut bien vous le dire, parce que sinon, après, vous allez être perdu pour le prochain épisode. On va rester dans les années 2000. Voilà, on dépasse les 100, on fait tout péter. C'est la maison qui offre, on va graver dans le marbre au moins jusqu'à 200. Ouais, voilà, on va faire ça, parce qu'on est bien dans les années 2000, avant de retourner soit dans les années 80, soit dans les années 90. On va se faire encore un petit peu de 200, parce qu'en fait, il y a tellement de listes, on a qu'à se baisser, quoi. Ouais, y a qu'à vous se pouvez baisser. toujours continuer de nous envoyer. Si vous tentez des films français un peu inconnus, vous pouvez y aller. Ou un peu bien, parce que, histoire de changer un peu, parce que... Ou un peu bien, ou des films palmes, ou des films... C'est d'ailleurs étonnant, il y a très très peu de films palmés dans les... bah ça, c'est parce que les gens, ils ont tous Netflix aujourd'hui, donc forcément, ils regardent plus les films palmés, hein. C'est connu. D'accord. Bon, allez, trêve de blague, c'est l'heure de ta reco. Oui, la reco. C'est bon, là, tu protestes pas, tu l'as ta reco. Non, je l'ai, ma reco. Eh bien, ma reco, ça va être Guardians of the Galaxy 2. Non, je déconne. Excusez-moi. Je suis désolé de vous faire des choses comme ça. Non, pas du tout. C'est une reco qui a déjà été faite moult fois par mes partenaires de podcast, n'est-ce pas? Mais j'en ai rien à branler parce que mon avis est meilleur que le leur. Et c'est pour ça que je vais recommander tout simplement Get Out de Jordan Peele. Film qui donc a eu les joies d'une sortie française 3 mois après les États-Unis, puisque c'était un carton monumental aux États-Unis, un carton surprise. Donc ils se sont dit on va profiter voilà, quand même. Et c'est marrant parce que pour le coup j'ai suivi l'affaire, c'est-à-dire que j'ai vu l'individu suspect, n'est-ce pas, Benjamin François, revenir de la sortie de la séance de Get Out et en dire le plus gros bien. Et puis un mois après c'était moi. Voilà, après un mois, puis surtout au moment où il en parle, je regarde sur Allociné sur les sorties, il y a genre rien de programmé. Je fais what the fuck, quoi. Et en fait, genre en une semaine, mais ça se fait littéralement une semaine, ils ont enclenché la machine, il y a eu un distributeur, un producteur, paf, et puis il y avait une date qui était annoncée pour le mois de mai. Je fais ok, bon. Et donc ça s'est fait assez vite. Et du coup, c'est vraiment bien. Voilà, le pitch, c'est un thriller où globalement qui nous dépeint c'est un thriller social, voilà. Thriller social qui... Et le moins les gens en savent, le mieux. Voilà, l'idée c'est que voilà, c'est un thriller social sur un peu un phénomène rampant qui anime la vie politique et la vie sociale aux États-Unis depuis quelques années déjà, qui a pris une forme, tu sais, c'est un peu comme quand les mecs ils font du satanisme et qu'à la fin ils font venir Satan, là c'est un peu pareil avec Donald Trump. C'est un peu ça l'idée. Et puis voilà, donc du coup ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est un film qui est vendu comme un choker, un film d'horreur, alors que pas du tout. Enfin, vraiment, il y a des gens qui me demandent est-ce que c'est choquant. Oui, moi aussi, il y a des gens qui me demandent, ouais, j'ai peur que la violence du film me rebute. Enfin, je leur fais t'es caté. Oui, c'est pas un choqueur, enfin, c'est pas Saw. Voilà, c'est pas du tout l'esprit, c'est vraiment, comme on a dit, un thriller social, vraiment plus psychologique que
que du gore. Enfin voilà, Mais c'est drôle, c'est drôle. Et c'est drôle, et ça dépeint des trucs avec une finesse. Enfin, il y a plein de prismes sur le phénomène. Et justement, c'est ça c'est là où il réussit le mieux, c'est qu'il décrit pas le phénomène à la pépé, tu sais, comme on a connu. Comme on a connu dans la famille avec les tontons, etc. Vraiment, vraiment, il montre la façon insidieuse que ça de vivre, que la bête vit, tu sais, la bête qui change de visage, la bête qu'on dédiabolise. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Je l'ai revu une deuxième fois et c'est génial une deuxième fois. Donc voilà, Parce que vraiment, tu commences quand tu comprends les rouages de ce qui se passe, tu es attentif aux détails et c'est vraiment très très bien. Et voilà, et effectivement, d'un point de vue narratif, voilà, tous les petits détails s'enclenchent. Enfin voilà, c'est vraiment bien foutu. Donc ouais, à voir. Vraiment, Get Out, courez-y. Et pour ma reco, alors je vais faire une reco multipartie en fait, puisque je vais recommander à une personne qu'on aime beaucoup ici. Je vais recommander Alien Covenant. Non, je déconne aussi. On est blagueurs. Je vais recommander quelqu'un qui a participé à Alien Covenant, figure-toi. Je vais recommander Walter Hill, donc et grand réalisateur qu'on a déjà dit du bien, effectivement. Ah ouais, donc le réalisateur de The Warriors et de tellement d'autres bons films, mais surtout de The Warriors, et qui a fait sa tournée puisque en fait il a réalisé un film qui s'appelle The Assignment aux États-Unis, qui est sorti. Alors j'ai découvert ça en préparant ma reco en e-cinéma en France. Je n'étais même pas au courant. Qui s'appelle Revenger. Je ne l'ai pas encore vu. Revenger, oh putain, le titre. Revenger en France, ils ont tout compris. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait la tournée des Popotes pour faire sa promo. Et il a fait un podcast qui s'appelle What the Fuck avec Marc Maron, qui est un mec qui fait des interviews à l'américaine, et très long podcast. Donc il a fait une bonne interview dedans. Et surtout celle qu'il a donnée à Bret Easton Ellis dans son propre podcast. Oui, tu en avais déjà parlé, effectivement. Ouais, j'avais parlé de Bret Easton Ellis avec Carpenter à l'époque. Avec Carpenter, qui était passionnant. Et bah là, il parle avec Walter Hill, donc de la genèse d'Alien, puisqu'il faut le savoir, Walter Hill est littéralement le créateur du personnage de Ripley. Ouais. Donc, et on le dit pas assez en fait, ça, mais oui, c'est lui. Et du coup, il revient sur les genèses et sur comment ça s'est fait et comment c'est peut-être un mec qui a loupé le coche du cinéma commercial. Et tu sais, il dit des trucs assez fatalistes, du genre à dire si mon avion s'était écrasé en 1986, je serais culte aujourd'hui. Mais et c'est très bizarre à dire, mais donc voilà donc le podcast de Bret Easton Ellis qui s'appelle le Bret Easton Ellis Podcast, je ne sais plus. Enfin, vous allez le trouver facilement. Et surtout le dernier épisode où c'est Walter Hill. Voilà. Je pense que c'est... Ouais. Et tu sais, un truc, c'est que j'ai vu aussi le documentaire de Terrence Malick, mec. Oui, le celui qui est sorti dans une... Alors, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il sortait qu'une seule fois. Je comprends pas. J'ai pas pigé le trip, en fait. Mais j'y ai pris assez plaisir, en fait. Comme je suis toujours content de voir du Terrence Malick. Et surtout le fait que c'était à un moment précis et que tu pourras pas le revoir, enfin, j'imagine en DVD plus tard. C'était assez jouissif en fait. Donc voilà, j'ai c'était appelé Voyage of Time. Et c'était très bizarre. C'était très très arbi. Je me serais peut-être passé des Hommes des Cavernes, peut-être, mais bon, voilà. Donc, tu sais, avec les dinosaures aussi. Enfin, je veux dire, il peut aller partout maintenant. Ah, il faut que je recommande un autre film qui est sorti le même jour que Get Out, donc ça va être notre double reco ciné. Il s'appelle Jigrobot. Ah oui, j'en ai entendu parler, oui. J'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler, ouais. On l'appelle Jigrobot plutôt. Et c'est un polar avec des relents de films de super-héros et aussi de critique sociale. On en parlait du thriller social juste avant. Là, il y a un peu de critique sociale puisque c'est un contexte italien avec les mafias et c'est un mec qui acquiert vraiment des super-pouvoirs d'une manière presque caricaturale puisque c'est comme dans les années 60, il tombe dans un truc radioactif première minute du film et il leur sort, il est super balèze. Et c'est vraiment bien parce que c'est fait avec vraiment deux bouts de ficelle. Je crois que ça coûte un film à 2 millions, quoi, tu vois. Et en même temps, il y a une telle volonté, le mec a tellement bien assimilé les codes, le passif des fumetti, tu sais, c'est les bandes dessinées italiennes. Et en même temps, il s'inspire de
c'est comme si tout d'un coup un mec acquérait des pouvoirs en France et qui tout d'un coup il regardait Goldorak et Goldorak l'inspirait pour devenir un super-héros, puisque Jigrobot en fait c'est un robot co-créé par Go Nagai en fait, et qui a le succès de Goldorak en Italie, quoi, parce que c'est là-bas eux ils ont eu droit à ça, nous on a eu à Goldorak, et du coup il devient son personnage mythique, donc vers lequel il aspire, et s'il y a vraiment un contexte social vraiment horrible, parce que il rencontre une fille qui est vraiment fragile, perturbée, traumatisée par la vie et par tout ce qui lui est arrivé, et il se lie d'amitié à elle, et alors que lui, son premier réflexe, dès qu'il a des pouvoirs, c'est d'aller pas cambrioler une banque, mais d'aller braquer un distributeur de billets, tu vois, pour se payer une super télé 4K pour se branler sur du porno, quoi. C'est son premier réflexe. C'est très cracra. Alors, ça me fait penser au film de James Gunn, décrit comme ça, c'était super. Un petit peu, ouais. Super, avec notamment avec Ellen Page, notamment avec Nathan Fillon. Voilà, enfin, Kevin Bacon aussi d'ailleurs qui joue dans Super. Enfin, bref, voilà, quand tu me le décris comme ça, ça me fait penser un peu. C'est un peu de ça, ouais. Un peu à Donc Super. voilà, vraiment, on l'appelle Jigrobot, était vraiment un bon film à voir. Le regardez pas en copie sur internet, puisque c'est un film qui a quand même déjà 2 ans. Faites-vous plaisir, allez le voir en salle, c'est vraiment un film qui mérite son cinéma. Et ouais, c'est de la série B, ok, mais c'est vraiment une vraie putain d'envie de cinéma, quoi. J'espère que je te l'ai donné envie. Ah oui, mais en 2 minutes là. J'étais curieux déjà avant, mais j'essaierai sans doute la sortie vidéo. J'attendrai la sortie vidéo pour voir ça. Bon c'est la fin. Mais oui, c'est la fin. On vous remercie de votre fidélité. On est toujours très touchés par les retours que vous avez. Je sais pour nous, ça fait un petit peu de temps quand même qu'on n'a pas enregistré. Oui, c'est ça. Pour nous, il y a un long laps de temps où on ne s'est pas parlé, on n'a pas discuté cinéma. Ça faisait un peu bizarre, tu vois. Ça nous a manqué. Ouais, littéralement, ça nous a manqué. Tu m'as manqué, Loulou. Je vais pas tarder à débarquer chez toi pour manger de la raclette. Mais Yana, on a fait les provisions. Hein. Elle t'attend. Ah, d'accord, j'arrive. Quand on le frigidaire, elle crie « Oh, Daniel !» Tu vois. C'est comme ça que j'aime les frigidaires. Nous sommes disponibles sur le site supercinébattle.fr où vous pouvez retrouver la masterlist. On est aussi disponible sur YouTube. Et puis on vous remercie aussi d'aller sur iTunes et de mettre des bonnes notes et des commentaires sympas, parce que ça aide à notre référencement, et que nous on n'est pas les pros du référencement. Nous on essaye d'être bon en parlant de cinéma dans ce micro. Voilà. Les pros du référencement, c'est vous. Voilà. Le reste, c'est une bouteille d'eau à la mer. Voilà, exactement. Et continue, parce qu'il y en a des commentaires sur iTunes qui sont vraiment très drôles en fait. Et ouais, c'est vrai qu'il y en a des très très drôles, quoi. On passe de temps en temps, et quand je tombe dessus à chaque fois, ça me fait vraiment rire de lire les commentaires qui J'espère que tu les lis à ta femme dans la voiture. Pour dire à quel point je suis génial, c'est ça. Regarde ce que les gens disent de moi. Steven, dis-nous tout. Where Art Thou? Where Art Thou, donc Super Ciné Battle, évidemment. Game Cult, sur Sens Critique, et puis peut-être sur After Eight, qui sait, bientôt, dans le cours d'un épisode. Who knows? Et aussi un petit projet, on n'arrête pas de le teaser de semaine en semaine, tu remarques ce projet, qui va pas trop tarder quand même. Quel projet? Mais je suis pas au courant, Daniel. Et les gens, tu vois, je vais te faire passer pour un salopard. Les gens vont dire ah putain, il va le lâcher et tout. Non, je suis au courant quand même. Tu es inclus quand même. On l'a fait ensemble. Mais oui, on vous prépare des choses. On prépare des choses pour que vous soyez heureux, parce qu'on travaille à votre bonheur. Mais c'est ça en fait, et je pense qu'on devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je pense que la prochaine étape, c'est Super Ciné Battle remboursé par la sécurité sociale, parce que ça vous fait trop de bien en fait. Oui, et en plus maintenant vous êtes tous en âge d'avoir un pote ministre maintenant. Oui, littéralement. Et moi, vous pouvez me retrouver... j'écris pas beaucoup en ce moment parce que je suis sur un projet de bouquin. Mais vous pouvez me retrouver parfois sur UGC Limité, où j'écris de temps en temps des articles. Vous pouvez me retrouver de temps en temps sur Nos Ciné, sur le podcast MDR que j'anime que j'anime autour de mes camarades. On vient d'enregistrer l'épisode sur Problemos aujourd'hui même, donc on est très très contents. On a 2 bonnes comédies d'affilée, je te jure, mon pote, on était heureux. On s'y attendait pas, c'est ça? Non, mais on est sortis tous sourire, quoi. C'est une différence, hein, quand tu dois allumer de la merde et quand tu dois... Remarque, on a fait une comédie aussi qui était pourrie. Et aussi, qu'est-ce que fallait que je vous dise? Ah oui, j'ai écrit la postface d'une bande dessinée qui s'appelle Jem et les hologrammes. J'en ai déjà parlé dans mes recommandations. Tout à fait. Et Jem et les hologrammes est sorti en français, et quand je l'ai appris, j'ai dit putain, il y a Jem et les hologrammes. Et on m'a demandé de faire la postface, et j'ai écrit la postface de Jem et les hologrammes.
volume 2, qui vient de sortir donc dans le commerce, et où j'explique un peu ce relationnel étrange que j'ai eu avec cette série. Car c'est une série qui peut à la fois vous plaire parce qu'elle est folle dingue, mais aussi elle peut plaire aux plus jeunes, donc par exemple à ta fille. Voilà, tout à fait. Elle est pile en âge de lire Jem et les hologrammes, c'est pile le public, et en même temps c'est un comics vraiment, vraiment assez mortel. Donc voilà, je vous recommande de lire Jem et les hologrammes volume 1 et 2, ils sont disponibles dans vos kiosques, et en plus ça fait un cadeau en scred pour votre fille aînée ou votre petite nièce. Tu sais ce qu'elle va avoir bientôt, ta fille, comme cadeau, là, du coup. Oui, non, bah, t'inquiète pas. Elle est toujours contente des cadeaux de tonton Daniel, de toute façon. Ah, ça, je sais, les bouquins, ça marche toujours. Voilà, les bouquins, ça marche à chaque fois. Sur les enfants intelligents, ça marche à tous les coups. Bon, par contre, faut que t'en ramènes plus, parce que ça dure pas longtemps avec la mienne, hein, c'est un peu le problème. Ça, je sais, mais bon, t'inquiète pas, Guerre épée arrive. Parfait. Bon, on vous remercie encore de nous suivre et d'apprécier ce qu'on fait. On vous dit à très bientôt, et on vous embrasse très fort. Merci à tous, ciao. DJ, kick that shit. Now everybody from the 313, put your motherfucking hands up and follow me. Everybody from the 313, put your motherfucking hands up. Look. Now while he stands tough, notice that this man did not have his hands up. This free world's got you gassed up. Now who's afraid of the big bad wolf? 1, 2, 3 into the 4. 1 pop, 2 pop, 3 pop, 4. 4 pop, 3 pop, 2 pop, 1. Your pop, he's pop, no pop, none. This guy ain't no motherfucking MC. I know everything he's got to say against me. I am white, I am a fucking punk. I do live in a trailer with my mom. My boy Future is an Uncle Tom. I do got a dumb friend named Cheddar Bob who shoots himself in his leg with his own gun. I did get jumped by all 6 of you chumps. And we did fuck my girl. I'm still standing here screaming fuck the free world. Don't never try to judge me, dude. You don't know what the fuck I've been through. But I know something about you. You went to Cranbrook, that's a private school. What's the matter, dog? You embarrassed? This guy's a gangster? His real name's Clarence. And Clarence lives at home with both parents. And Clarence's parents have a real good marriage. This guy don't want to battle, he's shook. Cause ain't no such things as halfway crooks. He's scared to death, he's scared to look at his fucking yearbook. Fuck Cranbrook. Fuck a beat, I go a cappella. Fuck a Papa Doc, fuck a clock, fuck a trailer, fuck everybody. Fuck y'all if you doubt me. I'm a piece of fucking white trash, I say it proudly. And fuck this battle, I don't want to win, I'm outie. Here, tell these people something they don't know about me.